Ce gars, c'est Park Seo-joon. Il va devenir le mec le plus puissant au monde en cultivant des plantes avec ses adorables petits monstres de compagnie. Mais tout n'a pas été toujours ainsi pour lui. Tout commença il y a 10 ans, lorsqu'une tour noire de 99 étages est soudainement apparue au milieu de Gangnam. Ce phénomène s'est produit non seulement à Gangnam, mais aussi partout dans le monde, avec un total de 100 tours, émergeant dans divers pays. Les gouvernements ont commencé à enquêter sur ces structures, découvrant seulement que chaque tour mesurait 990 mètres de hauteur et était composée d'un matériau suffisamment solide pour résister à une explosion nucléaire. Puis, un jour, des individus ont commencé à sortir de la tour, traversant littéralement ses murs. Il y eut un tumulte, et les journalistes les entourèrent, leur demandant comment ils étaient entrés dans la tour. La réponse fut qu'un jour, un trou noir était apparu devant eux et les avait aspirés dans la tour. Quand ils ouvrirent les yeux, ils se retrouvèrent au premier étage. La nouvelle attira l'attention de tous, car le même incident se produisait partout dans le monde. Les personnes disparues réapparaissaient en sortant de la tour. Toutes les tours étaient connectées, et à l'intérieur, les gens devaient choisir un rôle, guerrier ou magicien. Lors d'une conférence de presse, un homme expliqua que des monstres apparaissaient au deuxième étage et qu'à chaque étage franchi, ils recevaient différentes récompenses. Et, s'ils étaient chanceux, un ticket, un item rare. Seuls ceux qui ont été aspirés par ce trou noir étaient nommés les éveillés. Ils pouvaient entrer et sortir de la tour à leur guise, mais une personne ordinaire avait besoin de ce ticket pour entrer. Les journalistes lui demandèrent pourquoi des gens se porteraient volontaires pour entrer dans la tour, et la question suivante était de savoir quel était le but de l'apparition de la tour. Sur son signal, une femme s'avança avec une petite boîte à trésors à la main, et quand elle l'ouvrit, un tas d'or et de bijoux s'étala sur le sol. Les journalistes se levèrent choqués, et l'homme sur le podium leur dit qu'il était sûr d'une chose. Gravir la tour rapporterait de l'argent. L'association des éveillés avait le monopole des tickets et les vendait à un prix ridiculement élevé. La nouvelle des prix des tickets passant de 150 millions à 200 millions de won était en direct. Et une femme regardait cela sur son smartphone. Elle était dans un centre commercial, en train de faire ses courses de légumes, et commença à parler avec le caissier. Elle se plaignait que les gens risquaient leur vie pour gagner de l'argent dans la tour, mais que c'était trop de leur demander 200 millions de dollars pour un ticket. Elle demanda au jeune caissier s'il était d'accord avec elle, et il lui répondit nerveusement qu'elle avait raison. Il s'appelait Seo-joon, avait 26 ans, et essayait d'économiser de l'argent pour quelque chose de spécial. Il calcula ses économies et découvrit qu'après avoir déduit toutes ses dépenses, il lui restait environ 12 millions de dollars. Il se demanda comment il pourrait réaliser son rêve si les prix des tickets augmentaient encore. En rentrant chez lui après son travail, il se demanda quand il pourrait acheter un ticket, mais il savait que la meilleure question était de savoir s'il pourrait un jour acheter le ticket. Il était fatigué de travailler si dur pour de l'argent. Mais il sortit de son désespoir. Il se cria de garder son moral et de ne pas abandonner. Il pensa qu'il y aurait un moyen d'économiser plus d'argent. Juste à ce moment, il pensa aux légumes qu'il avait achetés à bas prix. Il pourrait les planter, car il avait entendu dire que leur prix augmentait aussi. Et il avait vu une publicité pour un cultivateur de légumes automatique récemment. Il était approuvé par nul autre que son idole préférée, Sarah. Seo-joon commença à penser de manière optimiste, presque trop optimiste. Il pensa que s'il économisait l'argent et achetait un ticket, il pourrait décrocher un contrat avec une bonne guilde, et ensuite, s'il franchissait la tour, il demandera la main de sa célébrité préférée, Sarah. Seo-joon imagina à quel point cet avenir serait beau, alors qu'il était en train de déconner. Mais remarqua ensuite quelque chose d'étrange derrière lui. Seo-joon se retourna et vit un portail ressemblant à un trou noir. C'était le même phénomène qui avait aspiré la première génération des éveillés. Seo-joon, tout excité, pense que ce portail est là pour lui. Il déclare qu'il est prêt à risquer sa vie pour gravir la tour et demande au trou noir de l'aspirer, mais rien ne se passe. Au lieu de ça, le trou commence à rétrécir. Seo-joon est choqué et demande pourquoi cela rétrécit, alors que le trou devient encore plus petit et est sur le point de disparaître. En panique, Seo-joon dit qu'il ne laissera pas passer une occasion comme celle-ci. Si ça disparaît, il ira lui-même. En disant cela, Seo-joon se jette dans le trou et tombe sur le visage en arrivant de l'autre côté. Il se relève et se demande s'il a vraiment réussi à entrer dans la tour.
Tout excité, Sejun lève les yeux et commence à parler de toutes les choses qu'il savait au sujet du premier étage, et il avait hâte de voir le luxe. Des lustres, une place en marbre, et des boutiques vendant des potions et de l'équipement. Mais rien de tout cela n'est ici. Sejun se trouve dans un trou perdu quelque part dans la nature. C'est un dôme souterrain avec une ouverture en haut par laquelle la lumière du soleil entre à flot. Sejun se lève et regarde autour de lui, sans la moindre idée d'où il se trouve. Il n'en revient pas et crie de mécontentement, demandant où diable il est. On voit qu'il est loin de la tour, en plein milieu d'une forêt, au dernier étage. Dans la tour noire, une sphère de cristal brille en rouge et émet un bip. On voit la silhouette d'un dragon qui regarde cette boule avec étonnement. La boule a détecté un changement dans la tour et le dragon doit découvrir la cause, car c'est son devoir en tant que gardien de la tour. Mais ni le dragon ni Sejun n'ont idée de l'autre pour l'instant. Sejun se rappelle tout ce qu'il a entendu sur le premier étage de la tour lors des entretiens avec les éveillés. Quelqu'un avait dit que c'était comme un palais très spacieux et qu'il y avait plein de choses à découvrir. Un autre homme a dit dans une interview que la salle d'entraînement était la chose la plus importante au premier étage. C'est ce que Sejun avait entendu, mais en regardant autour de lui, il se demande où il est. Il y a un petit étang d'eau, une ouverture au-dessus pour laisser passer la lumière, et des murs qui l'entourent de tous les côtés. C'était tout ce qu'il pouvait voir pour l'instant. Sejun est déprimé par son sort, assis dans un coin, visiblement épuisé et complètement abattu. Il a erré dans la grotte pendant une journée entière sans trouver de sortie. Pas de terrain d'entraînement ni de magasin, en fait. Il n'y a rien ici du tout. Il a crié à l'aide, mais personne n'a entendu son appel. Ce qui voulait dire qu'il n'y avait même pas un chat dans ce coin. Il n'y a qu'une seule possibilité qui lui vient à l'esprit. Et ça le terrifie. Il est perdu dans la tour. Alors qu'il est pris par une crise de panique, son téléphone se met à sonner. Sejun est sûr que son alarme est juste et qu'un jour entier s'est écoulé ici. Son ventre gronde et Sejun admet qu'il a faim. Il sort tout ce qu'il a avec lui. Une bouteille d'eau et quelques autres trucs. Des tomates cerises, des oignons verts, des patates douces et une pomme. C'est tout ce que Sejun avait avec lui. Il a décidé de manger la pomme en premier. Manger une pomme le matin, c'est quelque chose qu'il aime bien. Et celle qu'il venait de manger était vraiment délicieuse. Mais ce n'était pas du tout suffisant. Alors, il a mangé une patate douce après. La texture et l'humidité de la patate douce, c'était quelque chose qu'il ne s'attendait pas à trouver. C'était bien meilleur que ce qu'il pensait, même si elle était crue. Mais comme il parlait en mangeant, il s'est étouffé. Il a mangé une patate douce et a bu de l'eau pour l'avaler, puis il s'est allongé en pensant que c'était un bon repas. Sejun regarde le plafond ouvert de la grotte et se demande combien de temps il va rester ici. Il doit trouver un moyen d'échapper avant de manquer de nourriture. En regardant la petite quantité de nourriture qu'il a, il se demande combien de temps ça va lui durer. En voyant le trognon de pomme, Sejun a une idée. Il le prend et le plante dans le sol. Ensuite, il prend un oignon vert et le coupe près de la base. Il prévoit de manger les feuilles, comme nourriture, et de planter les racines pour avoir plus de récoltes. Il prend aussi 3 tomates et 2 patates douces et les plante. Ce qui reste maintenant, ça sera sa nourriture en attendant que les cultures poussent. Le jeune garçon dit qu'il fera tout ce qu'il faut pour survivre, jusqu'à ce que ses plantations soient prêtes. Il leur parle et leur promet qu'il va s'en occuper. Mais juste à ce moment-là, Park Sejun entend le cri d'un monstre qui lui fait dresser les cheveux sur la tête. Il est choqué. Ce qu'il vient d'entendre, c'était le son d'un monstre. Pourtant, il n'y avait pas de traces de monstre au premier étage. Puis, tout devient noir. Sejun lève les yeux et découvre quelque chose d'encore plus choquant. La lune a éclipsé le soleil. Sejun sait que c'est une lune bleue. Il entend à nouveau le cri assourdissant du monstre et son corps ne peut pas supporter la pression que ce cri exerce sur lui. Dès que les cris s'arrêtent, Seo-jun remarque un dragon noir qui vole dans le ciel. Il est fasciné par ce dragon noir et dit qu'il est magnifique. Puis, il perd connaissance et s'enfonce dans un profond sommeil. Mais quelque chose de bizarre se passe avec ses oignons verts. Ils commencent à scintiller en haut et de nouvelles pousses apparaissent. Sejun est réveillé par son réveil. Sa tête lui fait encore mal. Il regarde son téléphone pour voir combien de temps il a dormi et il est choqué de réaliser qu'il a été inconscient pendant 2 jours entiers. Sur le sol dur, son dos le fait souffrir et il est beaucoup plus fatigué qu'avant.
En s'asseyant, tout son corps le fait mal. Son dos reçoit un peu de soutien de derrière. Sejun se retourne et voit une plante, se demandant d'où vient cet arbre. Mais en y regardant de plus près, il réalise que c'était un oignon vert, le même qu'il avait planté. Tous avaient poussé et ils étaient énormes. Sejun est perplexe. Il se demande si des oignons verts peuvent vraiment pousser en seulement 2 jours. Il comprend que cette croissance démesurée doit être due à une propriété spéciale. Depuis la tour, il a regardé un documentaire qui montrait comment la croissance des plantes dépendait de l'environnement. Et il est convaincu que l'énergie de la tour a influencé les oignons verts. Soudain, il se rend compte que d'autres cultures sont peut-être prêtes aussi. En vérifiant avec enthousiasme, il découvre que des semis de tomates ont aussi poussé. Il est super content de voir ces plantes grandir, mais il remarque que les oignons verts bloquent la lumière du soleil. Du coup, il décide de les couper pour que ces semis de tomates puissent aussi profiter du soleil. Et se demande quel goût a la feuille d'oignon vert. Il en prend une bouchée et se brûle la bouche parce que la feuille est plus piquante que tout ce qu'il a goûté auparavant. Il rince sa bouche avec l'eau de l'étang, en se plaignant que la feuille est beaucoup plus épicée que la normale. Mais même si sa bouche est en feu, son estomac ne ressent pas la chaleur. Sejun se dit qu'il peut s'habituer à ça, et qu'il pourra en profiter chaque fois qu'il en aura besoin. Un truc épicé, ça va être génial. Il décide de faire sécher les autres oignons verts pour les garder pour plus tard. Il retourne à son endroit habituel, une roche au centre de la grotte, et commence à manger des tomates. Le soleil ne se couche jamais dans la tour. Mais il arrive parfois que la lune s'éclipse, et ce phénomène s'appelle la lune bleue. Mais la lune bleue n'apparaît qu'au 10e étage. Ce jeune pensait qu'il était quelque part au 1er étage, mais maintenant, il n'en est plus sûr. Et ce qui était encore plus déroutant, c'était le dragon. Ce n'était pas un monstre dont il avait entendu parler. Sejun n'a aucune idée de quel étage il a été trouvé quand la tour est apparue il y a 10 ans. Une des grandes guildes, appelée la Guilde du Phénix, a réussi à nettoyer le 37e étage. C'était un exploit qui n'a pas encore été égalé, du coup, toutes les infos sur les étages 30 à 37 sont restées secrètes. Par contre, il y avait plein d'infos sur les étages en dessous du 30. Jusqu'au 10e étage, il y avait des monstres squelettes. De 11 à 20, c'étaient des gobelins. Et de 21 à 30, c'étaient des orques. Sejun avait entendu quelques histoires là-dessus. Des rumeurs circulent sur des monstres araignées qu'on aurait trouvés au-dessus du 31e étage. Mais on n'est pas sûr de la nouvelle. Et puis, il n'avait jamais entendu parler de dragons, ni même de trucs qui y ressemblent, même pas des monstres lézards. Sejun est allongé, se demandant s'il est sur un étage si haut que personne ne l'a encore atteint. Puis, des gouttes d'eau tombent sur son visage, et Sejun se lève. Est-ce qu'il pleut dans la tour? Il avait entendu dire que le temps était presque toujours agréable. En levant les yeux, le ciel est dégagé, mais il aperçoit quelque chose qui bouge très vite. Il a peur en pensant que c'est un monstre, mais la créature qu'il vient de voir s'avance, et c'est un mignon petit lapin qui bave sur les oignons de Sejun. Sejun est surpris et se demande si le lapin était aussi un monstre. Le lapin saute dans le trou, et Sejun se précipite pour l'attraper, mais le lapin utilise sa tête comme tremplin et atterrit sain et sauf sur le sol. Il bondit vers les plants d'oignons verts, et Sejun réalise que le lapin était quelque chose d'extraordinaire. Le lapin pointe vers les plants d'oignons, et Sejun lui demande s'il veut les manger. Le lapin donne sa réponse, et Sejun comprend qu'il a faim. Il casse une feuille et la donne au lapin, qui l'attrape avec plaisir. Il la dévore avec avidité, et Sejun lui dit qu'il pourrait en avoir plus s'il aime ça. Ensuite, Sejun remarque que les plantes ont déjà repoussé. À ce rythme, il va devoir les récolter 2 fois par jour. Mais le lapin commence à dire quelque chose à voix haute, et Sejun réalise qu'il ne lui parle pas. Il lève les yeux vers l'entrée de la grotte. Il voit un autre lapin qui s'approche d'eux. Elle atterrit, et tend un chapeau de paille et un arrosoir au premier lapin. Ils se mettent tous les deux devant Sejun, qui est surpris de voir un autre lapin. Mais après, il se dit qu'ils doivent être un peu de la même famille. Il leur demande s'ils sont mariés, et ils lui répondent que c'est bien ça. Sejun commence à penser à tenir un journal de sa vie dans la tour, et sur la première page de ce journal, il y aura l'histoire d'un couple de lapins qui l'ont rejoint dans la grotte. Sejun commence à travailler avec eux, et leur job, c'est de l'aider à cultiver et récolter les champs. Ils papotent en même temps qu'ils bossent, et Sejun peut voir que c'est un super couple.
même s'il ne comprend pas trop ce qu'ils disent. Hier, après que les lapins se soient présentés à Sejun, ils lui ont dit qu'ils voulaient en vivre dans la grotte. Ils étaient tellement mignons en essayant de le convaincre que Sejun a eu l'impression qu'il allait craquer à cause de leur mignonnerie et a accepté leur demande, à condition qu'il a dit aux lapins qu'il ne pouvait pas vivre ici gratuitement. S'il l'aidait avec ses cultures, il envisagerait de les laisser rester. Il pensait que ça allait un peu les dissuader, mais au lieu d'hésiter, ils se sont jetés sur lui et ont commencé à le câliner. Sejun a dû faire preuve de beaucoup de retenue pour ne pas les laisser entrer sans un test, parce que câliner leur pelage doux lui donnait envie de les adopter tous les deux. Maintenant, il est assis là, à les regarder travailler, et il pense que les lapins se servaient d'un de leurs petits gestes mignons pour le contrôler, mais il laisse passer. Sur ce sujet, il demande aux lapins si les outils qu'ils utilisaient étaient des trucs que le lapin mari avait, comme un arrosoir, qui semblait avoir une source d'eau infinie. Sejun n'est pas trop sûr de ça, mais il lui semble que la lapine avait une poche magique avec tous les outils dont elle avait besoin pour le jardinage. Sejun dit qu'il est jaloux et qu'il aimerait avoir un objet aussi génial. Les lapins ont fini de récolter les oignons verts et ils sont tout excités de les montrer à Sejun. Il leur dit de sécher les oignons verts et commence à inspecter d'autres cultures aussi. Mais les lapins regardent Sejun avec des yeux impatients et pleins d'enthousiasme. Ils lui posent une question et Sejun comprend ce qu'ils veulent. Il leur dit qu'ils ont réussi son test et qu'ils peuvent maintenant vivre dans la grotte. Les lapins sautent de joie en entendant la bonne nouvelle et commencent à parler de quelque chose. Ils filent vers un coin de la grotte et Sejun se demande ce qu'il manigance maintenant. La lapine donne une pelle à son mari et il commence à creuser et, en un rien de temps, il crée un foyer pour lui et sa femme. La lapine accroche une couronne de fleurs à la porte de leur nouvelle maison et accueille son mari pour qu'il entre. Mais il est épuisé d'avoir creusé et construit la maison, et il a à peine la force de se tenir debout. Sejun s'approche d'eux et dit que le mari lapin a été formidable d'avoir construit la maison si vite. Le mari lapin lui fait un pouce en l'air, mais il sent alors la main de sa femme sur son épaule. Elle rougit et pointe timidement vers la porte, et le mari est terrifié. Il a peur, mais sa femme l'entraîne pour un moment de tendresse. Sejun entend les bruits qui viennent de leur maison et leur souhaite tout le meilleur. Mais au fond de lui, il pleure de jalousie, car lui n'a pas de femme. Mais cette jalousie ne dure pas longtemps, et Sejun retourne à son endroit. Il dit que c'était ennuyant d'être seul dans la grotte. Et maintenant, grâce au lapin, il a quelqu'un avec qui partager des petites choses mignonnes à chercher. En disant ça, Sejun s'allonge sur les feuilles d'oignons séchées, et de la fumée commence à s'élever d'en dessous. Il sent quelque chose de chaud dans le dos, et, tout d'un coup, il se lève d'un bond, roulant au sol en réalisant que son dos est en feu. Il se demande ce qui vient de se passer. En se levant, il voit d'où ça vient. Une bouteille d'eau en plastique remplie d'eau agissait comme une lentille et brûlait les feuilles d'oignon sèches. L'inspiration frappe Sejun et il passe en mode survie totale. Il commence à se comporter comme l'animateur d'une émission de survie populaire, expliquant que l'environnement dans la tour était difficile, mais qu'il n'a pas abandonné. Il avait une bouteille en plastique et des oignons verts séchés qui l'ont aidé à revenir à son état normal. Il dit qu'il peut utiliser la bouteille en plastique comme une lentille convergente pour allumer un feu. Il a appris ça dans une émission de survie célèbre. Mais ça ne marche pas du tout. Sejun commence à pleurer et à gémir. Les feuilles là ne produisent donc qu'un peu de fumée, sans vraiment prendre feu. En soupirant et en réfléchissant à ce qu'il fait mal, une petite étincelle apparaît et Sejun trouve enfin ce qui lui manquait. Les lapins sortent de leur terrier et voient Sejun en train de s'affairer. Il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Ils soufflent sur un tas de feuilles sèches, espérant qu'elles prennent feu. Les lapins s'approchent de lui et Sejun leur demande de souffler sur les feuilles pendant qu'il utilise une bouteille comme lentille. Ils commencent à travailler ensemble et Sejun supplie pour qu'un feu démarre. Après un petit moment d'effort, les feuilles s'enflamment. Sejun est aux anges. Il a enfin du feu. Il se retourne vers les oignons et décide de les cuisiner. Il fait cuire une tige au-dessus du feu pendant que les lapins le regardent. Confus, Sejun pense que son oignon est assez cuit. Il pèle la partie brûlée et prend une bouchée. Les lapins le voient frémir et Sejun pousse un cri de joie. L'oignon cuit était tellement sucré que Sejun est aux anges. Il se dit que sa bouche ressemble à un cheval vert qui galope dans un champ verdoyant. Il répète que c'est délicieux et commence à en rôtir un autre. Les lapins, curieux de voir ce que ça donne de cuire, en rôtissent un pour eux aussi. En le mangeant, leurs yeux brillent de plaisir. Quel bonheur de manger quelque chose de si sucré.
C'est la deuxième entrée dans le journal de Sejun, où il parle de son séjour dans la tour. Il a découvert le feu, mangé des plats chauds et s'est couché paisiblement. Ça fait maintenant plusieurs jours qu'il s'est habitué à la vie de fermier. Le matin, il se réveille et va se laver le visage dans l'étang. Ensuite, il retourne à ses cultures, et maintenant, les plants de tomates cerises et de patates douces ont beaucoup poussé. Il a aussi terminé de récolter les oignons verts pour la journée, et il a fini d'arroser les tomates et les patates douces. Ensuite, il retourne à ses cultures, et maintenant, les plants de tomates cerises et de patates douces ont beaucoup poussé. Il a aussi terminé de récolter les oignons verts pour la journée, et il a fini d'arroser les tomates et les patates douces. Sejun est enfin prêt pour la journée et il se sent vraiment bien. Pas mal de choses ne se sont passées ces derniers jours depuis qu'il a découvert le feu avec l'aide des lapins. Ils ont fabriqué des torches avec des feuilles de ciboulette et les ont mises autour de la grotte, ce qui l'aide à se déplacer facilement, surtout dans les coins sombres comme près de l'étang. Il était près de l'étang avec une torche à la main quand il a vu quelque chose bouger dans l'eau. Un poisson a sauté hors de l'eau et Sejun a été tellement surpris qu'il a à peine réussi à éviter son saut. La bouche du poisson avait sauté avec trop de force et s'était retrouvée sur la terre, incapable de retourner dans l'eau. C'était la première fois que Sejun voyait ça. Il se demande si le poisson avait été attiré par la lumière de la torche, et son intuition se révèle juste. Comme ça, Sejun découvre des poissons dans la grotte. Il tue le poisson et le fait rôtir au-dessus du feu, même s'il n'a pas d'assaisonnement. Le poisson est vraiment savoureux. Sejun voit les lapins baver pendant qu'ils mangent le poisson et leur demande s'ils en veulent. Il hoche la tête avec enthousiasme. Sejun leur donne une part du poisson et ils le dévorent avec joie. 2 jours après, la lune bleue est apparue et avec son téléphone, Sejun a découvert que la lune bleue se montrait tous les 30 jours à cet étage. Il utilisait un laptop et une batterie externe pour garder son téléphone chargé afin de suivre la date, mais leurs batteries se sont aussi épuisées avec le temps. Du coup, Sejun a dû commencer à marquer le nombre de jours sur un mur et c'est comme ça qu'il suivait le temps. Maintenant, de retour au présent. C'est le 61e jour, et Sejun remercie les lapins qui se couchent exactement à 19 h et se réveillent à 5 h du matin. Grâce à ça, il peut continuer à compter les jours sans faire d'erreur. Même si le soleil ne se couche jamais à l'intérieur de la tour, leur horloge biologique est assez fiable. Il y a quelques jours, quelque chose d'incroyable s'est passé. On voit le mari lapin fatigué ouvrir la porte de sa maison, et sans perdre une seconde, un groupe de bébés lapins se précipite dehors. Ce sont les petits du couple de lapins qui viennent de naître et maintenant, ils sont attachés à Sejun qui est... Leur oncle, il se précipite directement sur Sejun et lui saute dessus, le faisant tomber au sol. Ils sont vraiment mignons et Sejun ne peut pas se lasser de leur mignonnerie, même quand ils lui mordillent le visage. Il rit et profite de leur compagnie. Sejun regarde le mari, à bout de nerfs, et lui dit que ça doit être difficile d'élever des bébés, mais là, il propose de s'occuper des petits un moment pour que le couple puisse se détendre et prendre le petit déjeuner. Les plants de tomates cerises commencent à fleurir, et Sejun emmène les lapros avec lui pour aller les voir. Des bébés jouent dans la ferme pendant que Sejun regarde ses plantes. Les fleurs ont éclos, et même si ce sont des fleurs de tomates, Sejun pense maintenant qu'il a un jardin de fleurs. Pour qu'il y ait des fruits, il faut polliniser, et il doit le faire manuellement. Sejun utilise un petit bâton pour polliniser les fleurs à la main, mais tout ce travail et les flexions commencent à lui faire mal au dos. Il dit que ce serait super s'il y avait des abeilles dans le coin, mais il pense que c'est peut-être trop demandé. Un bébé met son visage dans une fleur et se couvre de pollen. Il éternue et Sejun commence à rire, mais ensuite, Seojun remarque quelque chose. Les plantes de tomates commencent enfin à porter des fruits après tout ce temps. Son travail acharné commence à porter ses fruits. Park Sejun célèbre les premières tomates cerises et danse avec le petit lapin. Ce jour-là, c'est la veille de la lune bleue, et alors qu'elle approche, Sejun se prépare à la survivre. Il éteint le feu et cache un petit tas de feuilles brûlantes sous d'énormes rochers. Il porte des vêtements de fortune, faits avec des feuilles d'oignon, et il pense que ça suffira pour rester au chaud et caché. Les lapins rentrent aussi chez eux alors que le moment de la lune bleue approche. Il se passe toujours quelque chose de flippant quand la lune bleue arrive, mais Sejun est sûr qu'ils vont s'en sortir comme les fois précédentes. Il pense que ça va être un jeu d'enfant et va se cacher. La lune bleue commence et des monstres commencent à hurler à travers la forêt. Sejun n'a pas peur, mais il est fatigué, espérant que la lune bleue se termine vite. Il a déjà caché les trucs qui émanent une forte odeur, et il se planque maintenant dans un coin. Comme on ne sait pas trop combien de temps ça fait qu'il attend, il commence à en avoir marre. Les cris du monstre n'aident pas non plus, même s'ils sont loin, ça lui file quand même des frissons. Il espère que cette lune bleue va passer sans problème. Soudain,
Il entend un rugissement puissant, différent et plus intense que les voix des autres monstres, presque comme si ça venait de tout près. Et en effet, un énorme monstre s'approche de la grotte, écrasant des arbres adultes sous ses pas. En s'approchant de l'entrée de la grotte, qui est trop petite par rapport à sa taille, le monstre regarde dans le trou. À l'intérieur, Sejun est bouche bée en le voyant. Même s'il a peur du monstre géant qui ressemble à un ours, heureusement, celui-ci ne l'a pas encore remarqué. Sejun se dit qu'il devrait se cacher à un meilleur endroit avant que le monstre ne le voie. Il tremble en ramassant son sac et commence à avancer doucement et silencieusement. Mais prendre le sac avec lui s'avère être une mauvaise idée. Les choses à l'intérieur tombent pendant que Sejun les ramasse. Se réveillant à cause du bruit fort causé par la bouteille d'eau vide, l'attention du monstre se tourne vers Sejun. Il fixe d'abord ses affaires avec horreur, puis l'énorme bête qui essaie maintenant de jeter un coup d'œil à l'intérieur de la grotte. Sejun pousse un cri de peur et l'ours rugit en réponse. Mais quelques instants plus tard, Sejun est profondément endormi et les lapins essaient de le réveiller. Quand les petits lapins n'arrivent pas à le sortir de son sommeil, leur père donne une claque à Sejun, qui se réveille en sursaut, encore effrayé par ce qu'il a vu avant de s'évanouir. Il demande alors aux lapins ce qui s'est passé avec la lune bleue. En regardant autour de lui, il réalise que tout est fini. Le mari lapin dit à Sejun qu'il était inconscient quand on l'a trouvé. Il raconte qu'il est tombé dans les pommes en voyant un monstre, mais lui-même veut savoir ce qui s'est passé après ça. Quand il a vu le monstre essayer de forcer l'entrée de la grotte, il était terrifié et n'arrivait pas à bouger. Le monstre a rugi et il s'est évanoui. Sejun s'en souvient avec des frissons. Il a failli perdre la vie à cause de ce monstre. Il a froid et la lapine lui fait un grand feu et une couverture de feuilles d'oignon. Sejun est assis devant le feu avec les petits lapins blottis contre lui. La lapine apporte aussi du poisson grillé et Sejun la remercie. Pendant qu'il mange, il réalise que le monstre a découvert cet endroit. Ça se pourrait que ce soit à cause d'un autre monstre, ou parce qu'il ne pouvait pas entrer dans la grotte à cause de l'entrée trop petite. Mais le monstre est parti sans faire de mal. Cependant, rien ne garantissait que, la prochaine fois, il serait en sécurité. Après tout ce qu'il a fait pour survivre, il ne veut pas mourir. Il se dit que pour l'instant, il doit bien manger et survivre. Sejun mange son poisson quand le mari lapin vient le voir pour lui montrer quelque chose. Sejun le suit et découvre une chose incroyable. Une tomate cerise est mûre, mais elle est bleue et brille au soleil. Sejun est choqué, mais ce n'est pas la couleur bleue qu'il remarque en premier. Il se penche pour ramasser le gros fruit mûr et se demande pourquoi il est bleu. Il se demande si la tomate est mûre quand une fenêtre apparaît devant lui et lui annonce qu'il a réussi la quête pour récolter le fruit contenant l'énergie de la lune bleue. Sejun est choqué de voir une fenêtre de message. Le message change et indique que le gérant de la tour s'intéressait à lui à cause de ses réalisations incroyables. Le gérant surveillait Sejun, mais il n'était pas content. Sejun est perplexe. Il se demande pourquoi le gérant de la tour n'est pas content de lui. Le mari lapin ne sait rien de ce qui se passe. Sejun apprend qu'il n'était pas un invité officiel et que le gérant de la tour veut cacher cette erreur. Sejun est choqué et demande à la fenêtre ce que cela signifie, s'il a vraiment fait une erreur en entrant dans la tour. Il s'énerve en disant qu'après avoir passé plus de 2 mois ici, le gérant de la tour ose dire que c'était une erreur. Il dit que si c'est vraiment le cas, il devrait pouvoir rentrer chez lui tout de suite. Mais le système répond que le gérant de la tour voulait tuer Sejun pour effacer toute trace de cette erreur. Sejun est stupéfait. Il crie à l'écran qu'il a accompli quelque chose de génial et que, au lieu de le récompenser, le gérant veut le tuer. Le système reste silencieux un moment et Sejun se demande ce qui va se passer ensuite. Le message qu'il reçoit change son humeur de la peur et de la colère à la joie. Le gestionnaire de la tour est en train de l'éveiller. Sejun ressent une aura qui l'entoure dès que le message apparaît. Il n'en revient pas et confirme avec la fenêtre qu'il est officiellement réveillé dans la tour. Maintenant, il veut savoir quel sera son métier. Et comme il se pense intelligent, il imagine qu'il sera sorcier. Le maître de la tour lui attribue un job, et Sejun attend avec impatience de voir lequel il va obtenir. Son job est agriculteur de la tour, avec une compétence de rang F. Toute la joie et l'excitation disparaissent du visage de Sejun, et il reste là, comme un peu perdu. Les fenêtres continuent de lui envoyer des messages sur son boulot. Il ne tombera jamais malade. Il sera proche de la nature à cause de son job, et il gagnera des points d'expérience en récoltant des cultures. Sejun est choqué. Il n'y avait pas d'autre classe de métier que guerrier ou magicien dans la tour. Comment pourrait-il être fermier? Il ordonne d'ouvrir sa fenêtre de statut et découvre que son talent est ordinaire et que ses stats sont toutes à 1. Il fixe sa fenêtre de statut
Mais la seule chose sur laquelle il peut se concentrer, c'est son talent ordinaire. Il s'imagine un scénario un peu tiré par les cheveux. Dans le futur, il réussit à déblayer la tour, il est l'invité principal d'un talk show nocturne, et l'animateur le présente comme l'homme qui a réussi à franchir la tour, malgré son talent ordinaire. L'animateur demande au public d'applaudir Sejun, puis lui demande quel est son job. Sejun fait le cool et dit qu'il est fermier de la tour. Tout le monde le trouve attirant, mais ce scénario imaginaire est vraiment pathétique. Même si Sejun a dégagé la tour et dans tout ça, il est toujours fermier. Il crie de frustration et essaie de balancer la tomate bleue par terre en disant qu'il n'en a pas besoin. Mais là, il voit les visages inquiets et effrayés des lapins, et il s'arrête. Sejun est choqué de l'effet que ses actions ont eu sur ses amis. Il regarde sa ferme, puis la tomate dans sa main. Et là, une fenêtre d'infos s'ouvre pour lui parler de la tomate. C'était une tomate cerise magique, remplie du pouvoir de la lune bleue. Non seulement elle était délicieuse et nutritive, mais en plus, quand on la mangeait, ça augmentait de 0,005 MP de façon permanente. Sejun est choqué. La tomate qu'il tient dans sa main est en fait un item. Même si l'effet est petit, c'est permanent et ça peut booster les stats. Sejun est impressionné par lui-même. Il a réussi à faire pousser un truc aussi génial. Mais le gérant de la tour le regarde et il n'est pas content de la situation. Les choses avancent maintenant pour Sejun, qui remercie les lapins et fête avec eux cette réussite. Soudain, une fenêtre de message apparaît devant lui. La quête est lancée. Il doit offrir une tomate cerise bleue au manager. La récompense pour la quête, c'est une compétence liée au boulot, et la punition pour avoir refusé, c'est la mort. Sejun lit tout le message, et quand il voit que la punition c'est la mort, il flippe. Il demande à la fenêtre si ce n'est pas une blague. Sejun est choqué en lisant ça, il n'arrive pas à croire que c'est vraiment en train d'arriver. Il accuse l'administrateur de le faire chanter en déguisant ça en quête pour justifier ses actions. Sejun dit à l'administrateur que s'il veut la tomate, il devrait la demander franchement au lieu de jouer à des jeux sournois et de faire croire qu'il lui laisse des options alors qu'il n'en a pas vraiment. Sejun se sent un peu mieux après avoir exprimé sa colère, mais il se demande à quel point sa vie vaut peu aux yeux de l'administrateur, s'il est prêt à le tuer juste parce qu'il refuse de donner une tomate. Mais même ainsi, la pénalité de mort ne le rend pas plus courageux. Il abandonne et offre la tomate bleue à l'administrateur en demandant qu'on lui épargne la vie. La tomate disparaît des mains de Sejun et il reçoit un message lui disant qu'il a complété la quête. La fenêtre suivante affiche la récompense de la quête et Sejun est tout excité à l'idée de recevoir sa récompense. Il savait que c'était une compétence liée à son métier, mais puisqu'il se concentrait uniquement sur la pénalité de mort, il l'avait oublié un moment. Sejun flatte le manager de la tour en l'appelant généreux, puis il décide de vérifier quelles compétences il a obtenues et ouvre la récompense de la quête. La récompense est la compétence semis niveau 1 qui augmente légèrement la probabilité de germination lorsqu'il plante une graine. Sejun ne sait pas trop comment réagir, mais il est clairement déçu. Puis il se console en se disant que, puisque son boulot c'est fermier de la tour, il ne pouvait pas s'attendre à grand-chose de la récompense. Il se rend ensuite dans les coins sombres de la grotte avec une torche et un poisson saute vers la flamme. Sejun utilise une massue faite de tiges et de feuilles d'oignon vert pour le frapper et l'envoyer sur la terre ferme. Le poisson meurt et Sejun apprend qu'il s'agissait d'un piranha qu'il avait tué. La fenêtre d'information lui indique qu'il a gagné 2 points d'expérience pour ça. C'était le 5e poisson que Sejun avait attrapé et avec ça, il avait maintenant 10 points d'expérience. Après son éveil en tant que fermier, Sejun pouvait maintenant accumuler des points d'expérience et il a attrapé plusieurs piranhas chaque jour pendant plusieurs jours, atteignant le niveau 2. Il veut en attraper plus, mais il se rend compte que c'est une mauvaise idée. Il pense qu'il ne devrait pas tuer un être vivant sans raison valable. En plus, il obtenait des protéines précieuses du poisson et s'il les tuait tous et que leur population disparaissait, il ne pourrait plus en manger. Sejun rôtit le poisson et appelle ses amis pour manger et les bébés lapins ont bien plus faim que leurs parents. Il court vers Sejun, leur oncle humain, et il leur donne du poisson enveloppé dans des feuilles d'oignon vert. Ils ont un peu grandi et mangent beaucoup plus qu'avant. Sejun leur demande de laisser un peu de nourriture pour leur maman et leur papa aussi.
En plus de ça, Sejun a découvert un autre avantage à son éveil. Sejun obtient des infos sur ses lapins, il leur file à manger et les lapins prennent leur part avec enthousiasme. Ce sont des lapins fermiers blancs et Sejun se demande comment ils ont fini par atterrir ici avec lui. Ces lapins sont un type de monstre dont il n'a jamais entendu parler en dehors de cette tour. D'après leur nom, Sejun devine qu'ils sont plus doués pour l'agriculture que pour le combat. C'est sans doute pour ça qu'ils sont restés sous le radar. Pendant qu'ils grignotent, Sejun se demande ce qui a bien pu leur arriver, mais se dit qu'ils ont probablement perdu leur ferme. Et après avoir erré un moment, ils ont trouvé cette grotte. Il se demande s'ils ont un endroit d'origine où retourner, mais il ne peut pas vraiment leur demander et il ne semble comprendre que des mots de base liés à l'agriculture. Sejun dit au lapin mâle qu'il aimerait bien pouvoir les comprendre, mais le lapin reste perplexe face à ce charabia humain. Quoi qu'il en soit, maintenant qu'ils ont fini de manger, Sejun propose de retourner à la ferme parce que aujourd'hui, c'est un jour important pour tout le monde. Le lapin mâle partage son enthousiasme. Ils arrivent à la ferme et découvrent que les tomates cerises sont parfaitement mûres. Sejun est impressionné. Elles ont l'air encore meilleures que celles qu'il a apportées avec lui. Les lapins sautillèrent de joie devant ces petites boules rouges. Sejun devient un peu émotif et se dit que c'est enfin l'heure de la récolte. Ils ont tellement bossé pour en arriver là. Ils avaient cueilli une tomate après la lune bleue, mais ça ne comptait pas vraiment. Sejun est un peu nerveux alors qu'il s'apprête à cueillir la première tomate. Sa main tremble légèrement et les lapins le regardent tout aussi tendu. Mais Sejun cueille le fruit qui se détache facilement de la branche. Il s'exclame que c'est sa première tomate cerise parfaitement mûre. La récolte apporte de bonnes nouvelles. Des fenêtres d'infos s'affichent, indiquant à Sejun qu'il a récolté une tomate cerise magique bien mûre et qu'il gagne 10 points d'expérience. Sejun est surpris de découvrir que ces tomates sont aussi magiques comme la tomate bleue. Il lit les infos et découvre que cette tomate, une fois mangée, élimine 10 grammes de graisse et booste de 0,1 point CPM pendant 10 minutes. L'effet PM peut se cumuler jusqu'à 10 fois avec une durée maximale d'1 heure. Les infos précisent que Sejun est le cultivateur de cette tomate, qui est un objet de grade E avec une durée de conservation de 30 jours. Sejun est impressionné, même si l'effet d'une seule tomate est assez faible, en mangeant 10 d'un coup, il peut augmenter ses manas d'1 point. Il se demande si toutes les tomates sont pareilles et commence à en récolter d'autres. Il cueille une autre tomate, une autre cerise magique bien mûre, puis encore une autre, mais il finit par récolter une tomate cerise magique pas tout à fait mûre et ne reçoit que 7 points d'expérience. Sejun est un peu déçu d'avoir fait une erreur, mais 7 points, c'est toujours ça de prix quand il récolte un fruit pas mûr. Ce n'est plus un objet magique, juste une tomate ordinaire. Sejun comprend qu'il doit être plus vigilant et ne récolter que les fruits bien mûrs pour maximiser les gains. C'est plus compliqué qu'il ne l'imaginait, mais Sejun continue et finit par monter de niveau. Il est déjà au niveau 4 et pense qu'il en a assez fait pour aujourd'hui. Il prend une tomate et se dit qu'il devrait la goûter, mais les lapins se mettent à taper des pattes de manière agressive et Sejun les regarde surpris. Il semble furax, alors il s'excuse, il leur propose les tomates, disant qu'ils ont travaillé dur ensemble, donc ils devraient aussi en profiter ensemble. Mais le lapin mâle semble toujours en colère, même quand il ramasse une tomate. Sejun propose de célébrer leur succès en mangeant tous ensemble, et quand il croque dans la tomate, c'est une explosion de saveur dans sa bouche. Il s'imagine allongé sur de l'herbe douce, regardant un ciel nocturne parsemé d'étoiles, puis soudain, une fusée éclate en feu d'artifice dans le ciel. Sejun se lève et observe ce spectacle émerveillé. Le parfum de l'herbe fraîche et le goût sucré acidulé de la tomate se mélangent dans une expérience sensorielle qui lui rappelle les feux d'artifice d'un festival d'été. Une larme de joie coule sur sa joue, évoquant des souvenirs d'été à travers cette tomate. La femelle du lapin demande à son mari s'il comprend ce que Sejun raconte, mais il n'en a aucune idée. Les lapins prennent les tomates restantes et les rangent dans un entrepôt de fortune. Ils les recouvrent de feuilles d'oignon pendant que Sejun s'étend pour les observer. Il pense que les petits lapins sont maintenant assez grands pour filer un coup de main à leurs parents.
Il est prêt à se coucher sur des matelas avec un masque pour les yeux, tous deux faits de feuilles d'oignon. Sejun sourit en se disant que ces lapins ont vraiment l'âme de fermier. Il bâille et se dit qu'il est temps de dormir maintenant, se sentant somnolent, convaincu que demain l'attend une autre journée incroyable. Il s'allonge et commence immédiatement à ronfler, mais une quête lui est soudainement attribuée. Il doit offrir 100 tomates cerises magiques au gérant de la tour. La récompense est une compétence liée au travail et la pénalité est la même que d'habitude, la mort. Mais Sejun est profondément endormie et ne remarque même pas la fenêtre d'info. Puis soudainement, elle commence à sonner bruyamment comme une alarme et Sejun est réveillé en sursaut. Frustré, il offre les 100 tomates au gestionnaire qui semble satisfait. Sejun râle que le gérant le force à faire des trucs et qu'il ferait mieux de lui donner quelque chose de vraiment utile cette fois. En ouvrant la récompense de la quête, Sejun découvre qu'il a reçu la compétence récolte au niveau 1. Cette compétence lui permet d'obtenir des récoltes dans un état optimal, même si elles sont légèrement trop mûres ou pas assez mûres. Sejun est d'abord déçu, se demandant pourquoi il aurait besoin d'une compétence de récolte. C'était sa première réaction, mais cette compétence s'avère bien plus utile que la précédente. Sejun en prend conscience en récoltant des tomates avec le lapin mâle. Chaque fois qu'il cueille des tomates légèrement trop mûres ou pas assez mûres, un effet s'active et elles deviennent parfaites. Ce faisant, la maîtrise de la compétence récolte augmente, tout comme ses points d'expérience. Il se dit que puisqu'il n'a plus besoin d'attendre que les tomates cerises mûrissent parfaitement, la récolte devient plus facile et rapide. Une fois la récolte terminée, Sejun dit au lapin mâle qu'il devrait ramener le reste à la maison, mais à ce moment-là, il reçoit une nouvelle quête. Sejun s'y attendait, mais il ne pensait pas que cette quête n'offrirait aucune récompense. Sejun traite le manager de voleur pour ça, mais vu que la dernière récompense l'a vraiment aidé, il peut lui accorder ça. Alors qu'il offre les tomates au gérant, le lapin mâle est choqué, mais Sejun ne savait pas qu'il entrait dans un cercle vicieux. Le boss de la tour lui file des quêtes encore et encore, mais les exigences deviennent de plus en plus délirantes. Le gérant devient de plus en plus gourmand avec une quête qui demande 500 tomates pour aucune récompense. Et bien sûr, la pénalité en cas de refus, c'est toujours la mort. La Sejun en a marre et refuse clairement de se soumettre. Le manager de la tour est choqué, c'est encore une nouvelle entrée dans le journal de Sejun qui parle de ses mésaventures dans la tour, c'est la première fois qu'il se rebelle contre cette cupidité. Alors, après avoir calmement refusé, Sejun pète un plomb, il accuse le manager d'avoir déjà pris des centaines de tomates et dit qu'il a besoin d'en manger aussi, tout comme les lapins, mais le manager lui répond que c'est un problème du fermier, pas le sien. Quand on dit à Sejun d'arrêter de râler et de donner les tomates cerises, ça l'énerve encore plus. Il explique qu'il a bossé comme un dingue pour récolter ses tomates. Le manager ne change pas d'avis. Sejun a le regard aussi déterminé que quelqu'un qui sème des graines. On lui demande de ne pas en faire tout un drame pour un truc pas si grave, mais le manager dépasse les limites. Sejun dit qu'il ne donnera rien au manager juste parce qu'il n'en a pas envie. Le manager est complètement déstabilisé, mais Sejun ignore ses messages. Il continue à récolter des oignons, tandis que le manager lui demande s'il veut vraiment refuser. Il dit que Sejun pourrait en mourir, mais Sejun est trop occupé à cuisiner du poisson. Même quand on insiste sur le fait que ça pourrait être dangereux, Sejun reste concentré sur sa cuisine. Sejun répond qu'il n'allait pas donner ses récoltes à quelqu'un qui ne respecte pas son travail, mais le manager lui dit que c'était son boulot et qu'il devait obéir. Sejun réplique que c'est justement pour ça qu'il ne voulait pas donner les tomates. Le manager l'obligeait sans même apprécier ses efforts. En plus, la récompense pour l'exploitation était ridicule et vu que c'était le manager de la tour, il prouve que c'est un mauvais gérant. Sejun exprime sa frustration. Le regard de Sejun a vraiment choqué le responsable de la tour, qui n'avait pas réalisé avant. Il a essayé de s'excuser, mais Sejun mange des tomates en le taquinant, ce qui met le responsable en colère. Il lui dit qu'il est fâché parce qu'il a mangé les tomates lui-même. Le responsable menace de tuer Sejun s'il ne termine pas la demande, mais Sejun fait comme si le responsable n'était pas un gros problème et lui donne seulement 5
tomates. Il dit qu'il gardera le reste pour les enfants aussi. Derrière lui, il y a 2 bébés. Le responsable de la tour dit que ça va poser problème cette fois-ci. Sejoun le remercie et la fenêtre de message disparaît. Il rit tout seul en réalisant que le responsable était sur le point de s'excuser juste avant, mais il dit à voix haute que le responsable de la tour était plus simple qu'il ne le pensait. On est maintenant au 91e jour et le 4e événement de la lune bleue se produit. Sejoun est assis dans un coin sombre en train de manger les tomates cerises qu'il a récoltées. Avec un PM élevé, il peut encaisser les rugissements des monstres jusqu'à un certain point. C'est pour ça qu'il mange des tomates, mais il espère vraiment que rien de ce qui s'est passé la dernière fois ne se reproduise. En attendant, Sejoun souhaite que le temps passe vite. Ces plantes commencent à briller sous la lumière bleue. Sejoun se rend compte que l'énergie de la lumière pénètre une tomate et la fait devenir bleue. Sejoun a hâte de la récolter, mais il remarque que les plants de tomates ne sont pas les seuls à être bénis. Même les feuilles de patates douces, Eddie profite de cette énergie. Sejoun a une envie irrésistible de vérifier ce qui se passe, alors il se dirige vers sa ferme. Il commence à déterrer des patates douces à main nue et est émerveillé par le résultat. Il tient une patate douce bleue dans sa main. Elle est remplie de l'énergie de la lune bleue et une fois mangée, elle augmentera sa force de 0,5 points de façon permanente. Le système lui indique qu'il a récolté une patate douce avec l'énergie de la lune bleue, ce qui lui a rapporté pas mal d'expérience et amélioré sa compétence en récolte. Ça a aussi augmenté et maintenant ça va être amélioré. Sejoun regarde la tomate bleue et récolte la situation en tenant la patate douce d'une main et la tomate de l'autre. Sejoun pense qu'il tient le monde entre ses mains, mais ce bonheur est vite perturbé par une quête qui l'attendait. Et il n'y avait pas une, mais 2 quêtes. Sejoun devait offrir les 2 produits imprégnés de l'énergie de la lune bleue aux responsables. Il n'y avait aucune récompense pour ces quêtes et la pénalité, c'était la mort, pense Sejoun. Le manager est vraiment sur les nerfs avec ces 2 quêtes en même temps. Si Sejoun refuse, ça pourrait vraiment mal tourner, mais Sejoun a une idée pour régler ça. Il propose 500 tomates au manager en disant qu'il doit d'abord finir la quête précédente. Le manager accepte rapidement les tomates et dit qu'il est content des tomates cerises, mais il demande à Sejoun pourquoi il ne lui a pas encore donné les produits imprégnés d'énergie. Sejoun s'excuse d'avoir traité le manager de simple plus tôt et lui demande de passer l'éponge. Pour aujourd'hui, il glisse un truc et promet de les donner plus tard. Le manager est d'accord avec ça. Sejoun regarde les objets dans ses mains et se demande ce qu'il doit en faire. Mais en fait, la question ne se pose même pas. Il balance la tomate bleue dans sa bouche et frissonne. Il peut sentir le festival d'été et les feux d'artifice dans sa bouche, comme si c'était la première fois qu'il mangeait des tomates. Une fenêtre du système lui dit que son MP a augmenté de 0,5 de façon permanente grâce à la tomate. Mais ensuite, Sejoun ne peut pas résister à sa faim et il n'a plus la patience d'attendre. Alors il emballe la patate douce et les feuilles d'oignon et les jette dans le feu. Il se dit que ce serait encore mieux s'il avait du papier aluminium avec lui, mais les feuilles d'oignon font aussi bien le job. Sejoun est content et dit que le temps passé à attendre la bonne nourriture vaut le coup. La lune bleue passe et les lapins sortent aussi, tous curieux de voir Sejoun en train de cuisiner. Il leur dit qu'il tombe bien car il allait justement les appeler. Sejoun est tout excité. Il dit qu'il leur présente la patate douce avec l'énergie de la lune bleue et son odeur délicieuse fait baver les lapins. Sejoun dit que ce n'est pas grand-chose mais qu'il devrait la partager. Mais le lapin mari se met devant sa famille et les empêche de profiter de l'offre de Sejoun. Ils sont tristes pendant qu'il leur explique et Sejoun réalise que le lapin voulait juste que Sejoun mange la patate douce tout seul puisqu'il n'y en avait qu'une. Sejoun est touché et remercie le lapin mari pour sa gentillesse. Il y a un seul lapin qui pense à lui, mais même quand Sejoun accepte de manger la patate douce tout seul, il cache le fait qu'il l'a déjà mangée en cachette. Sejoun épluche la patate douce et prend une bouchée, mais c'est trop chaud et il se brûle la langue. Il crache ce qu'il vient de mordre, tenant la patate douce dans sa main. Pendant que Sejoun crie à cause de sa langue brûlante et de son palais échaudé, les lapins regardent la patate douce par terre. Le lapin mari se baisse pour attraper un morceau de la patate douce, mais les enfants prennent tout ce qu'il y a devant eux et puis ils mangent, mais c'est trop chaud pour eux, alors ils crachent tout. Les bébés lapins commencent à pleurer et le mari est découragé.
de n'avoir rien eu et que la patate douce a été gaspillée. Et c'est une autre entrée dans le journal de Sejoun dans la tour. Il a mangé un repas épicé aujourd'hui, un peu trop chaud à son goût. Quelques jours plus tard, Sejoun dit aux bébés lapins qu'ils vont planter des pousses de patates douces à partir de maintenant, mais les lapins sont confus et Sejoun dit que c'était justement ce qu'ils étaient en train de manger. Sejoun les gronde et dit que les petits lapins n'ont plus le droit de manger les pousses de patates douces pour le moment. Ces paroles sont un choc dévastateur pour les lapins car les pousses de patates douces étaient devenues leur snack préféré dernièrement. Maintenant, ils essayent de protester contre la décision de Sejoun. Chacun réagit différemment à cet ordre, mais Sejoun leur dit que peu importe leur plainte, sa décision est finale. Il pense qu'il ne restera plus rien à planter si les petits continuent de manger les pousses. Sejoun essaie de convaincre les lapins en leur disant qu'ils auront de meilleures patates douces pour le dîner, mais qu'avant cela, s'ils l'aident à planter les pousses de patates douces, il leur donnera un snack spécial. Sejoun avait décidé d'étendre la ferme pour cultiver davantage de patates douces, et pour cela, il avait besoin de la coopération des petits lapins. Dès qu'il leur parle des snacks spéciaux, les lapins le regardent avec des bouches baveuses et des yeux brillants. Sejoun leur dit de commencer à travailler et les lapins transportent les pousses pour les planter. Leur mère récolte les oignons verts et Sejoun lui demande de laisser une plante. Il ferait ensuite fleurir une fleur pour que Sejoun puisse obtenir des graines. Il avait compris qu'il fallait planter une graine pour qu'un objet devienne un item. Après tout, il avait récolté des oignons verts plusieurs fois, mais aucun d'entre eux n'était spécial. Dans la nouvelle zone étendue de la ferme, les petits lapins travaillent dur. L'un d'eux creuse des trous et l'autre plante les pousses dedans. Mais dans un coin, l'un des petits est trop gourmand pour se séparer de son snack préféré. Il ne peut pas contrôler son envie et prend une bouchée de la feuille. En réaction, son père le frappe pour avoir fait cela. Sejoun récolte également les tomates et il reçoit beaucoup de messages du système de la tour. Il avait un peu d'expérience, mais c'était la dernière qui lui manquait pour monter de niveau. Et maintenant qu'il avait atteint un niveau désigné, il était passé de fermier de rang F à fermier de rang E. Son niveau de métier a augmenté et ses caractéristiques de métier seront renforcées à cause de cela. Sejoun est également content de savoir qu'il a atteint le niveau 8 et pour fêter cela, il décide de préparer les snacks un peu plus tôt. Il prend les tomates cerises et les met sur une brochette. Au même moment, il reçoit un message du gérant de la tour. Le gérant surveillait Sejoun et ce qu'il allait cuisiner aujourd'hui. Le message disparaît rapidement et Sejoun pense que c'était une action assez inoffensive. Il commence à retirer les tomates cerises, puis appelle les lapins pour commencer à manger. Ils quittent leur travail et courent vers lui et Sejoun leur présente des tomates cerises rôties sur des brochettes en os. La fenêtre d'information des tomates rôties s'ouvre également. La brochette utilisée par Sejoun était faite d'os de piranha nettoyés et grâce à la cuisson, les tomates étaient plus tendres et plus sucrées. Les lapins prennent chacun une brochette et ils ont l'air vraiment excités de la manger. Sejoun leur dit que c'est facile à emporter et à manger sous cette forme, mais il les avertit également que c'était assez chaud et qu'ils devraient souffler avant de manger. Mais les lapins profitent déjà de leur repas. Ensuite, il dit que comme les pousses de patates douces sont déjà plantées, il devrait creuser des patates douces pour le dîner. Alors que Sejoun creuse les patates douces, il trouve 5 patates dans une plante. Il lit les informations à leur sujet et elles s'appellent patates douces de force. Elles avaient des effets similaires à ceux de la tomate magique, mais avec de la force. Quiconque en mangeait recevrait un bonus de 0,1 en force pendant 10 minutes et cet effet pouvait se cumuler jusqu'à 10 fois en une heure. L'autre effet était qu'elle décomposait 10 grammes de graisse et aidait au transit intestinal et ce bonus s'appliquait également à ceux qui n'étaient pas encore éveillés. Park Sejun compte qu'il a maintenant 15 patates douces, ce qui signifie qu'il a obtenu 5 patates pour chacune qu'il a semées et c'était plutôt bon pour une première récolte. Mais ensuite, Sejoun repère une pousse de patate douce tombée. Il la plante en pensant que ce serait un gaspillage de laisser ne serait-ce qu'une seule pousse. Mais il reçoit alors des messages du système disant que la compétence semis augmente en raison de cette action. Maintenant, Sejoun réalise que même cela compte comme du semis et il comprend également qu'il doit planter toutes les pousses lui-même pour augmenter son niveau de compétence. Sejoun demande au petit lapin d'arrêter rapidement car maintenant il veut le faire
faire lui-même. Dans son bureau, le gérant essaie de copier ce que Sejun vient de faire. Il a des tomates cerises sur une brochette et elles sont rôties au-dessus d'un feu. Le gérant mange les tomates et en recrache immédiatement certaines car elles sont brûlées et amères. Mais ensuite, il se demande ce qui n'allait pas avec ces tomates. Les humains semblent les manger avec plaisir. Ensuite, le goût sucré des tomates se répand dans sa bouche et le gérant réalise à quel point elles sont délicieuses. Maintenant, il utilise la boule de cristal magique pour voir ce que Sejun est en train de faire en ce moment et quand le gérant le trouve en train de manger des patates douces avec les lapins, il devient furieux. Il hurle en disant comment ces garnements pouvaient commencer à manger des patates douces sans lui. C'était le grand dragon noir, Aline Friton. Le gérant envoie immédiatement une quête à Sejun. Il exige une patate douce rôtie. Il n'y a aucune récompense pour cette quête et la punition pour un refus est la mort. Sejun n'est pas d'humeur à accomplir la quête et dit au gérant de la reporter. Le gérant est choqué et dit qu'il veut les patates douces tout de suite. Si Sejun ne les lui donnait pas, il y aurait des conséquences. Sejun dit qu'il ne reste qu'une patate douce et demande au gérant ce qu'il pourrait offrir en récompense. Le gérant y réfléchit un moment, puis révise la quête. Une récompense est ajoutée pour une autre compétence liée au métier. Sejun pense que cette récompense est suffisamment bonne et offre la patate douce au gérant. Il ouvre la récompense et découvre qu'il s'agit d'une boutique de graines de niveau 1. Lorsque cette compétence est activée, Sejun peut acheter un produit à la boutique de graines tous les 30 jours. Sejun est ravi, une boutique de graines signifiait qu'il pouvait acheter des choses à l'intérieur d'une tour similaire à celle que d'autres éveillés avaient. Il dit que c'était une récompense incroyable et que le gérant de la tour aurait dû lui donner plus tôt. Sejun active la compétence et la boutique de graines s'ouvre. Avant cela, elle vérifie l'historique des transactions de Sejun et constate qu'il n'y a eu aucune transaction précédente. Mais en pensant aux transactions, Sejun arrive à une question importante. Comment devrait-il faire des achats alors qu'il n'a pas d'argent? Mais il reçoit ensuite un autre message indiquant que la boutique offrira des services d'entrée de gamme aux clients Sejun. Il était le premier client de niveau débutant à la boutique de graines et pour cette raison, il recevrait une pièce de tour qui serait ajoutée à son compte à la boutique de graines. La pièce de tour apparaît devant Sejun et il est choqué. Il dit que la boutique de graines a été la plus gentille et la meilleure. La pièce de tour était une monnaie utilisée à l'intérieur de la tour. Mais dans le monde extérieur, le coût de chaque pièce de tour était d'1 million de won. Sejun ouvre la boutique de graines pour voir ce qu'il peut y acheter. La fenêtre de message lui dit que pour le niveau débutant, il pourrait voir 3 types de graines aléatoires. Et à son niveau actuel, Sejun ne pouvait acheter qu'une d'entre elles. Les 3 types de graines pour cette fois sont montrés et Sejun voit qu'il peut acheter 1000 graines, soit de piment rouge, de choux ou de carottes pour 0,1 pièce de tour chacune. Sejun pense que le nom boutique de graines était assez approprié car il n'y avait que des graines, mais ensuite il regarde le prix et pense à la valeur des pièces de tour dans le monde extérieur. Il obtenait 1000 graines pour 100 000 won et c'était très cher. Sejun réfléchit à ce qu'il devrait choisir. Le piment rouge et le chou pourraient être un bon combo pour faire du kimchi, mais il ne pouvait pas les acheter ensemble et il n'avait pas non plus les ressources pour les transformer ici. Et ensuite, il ne restait que les carottes. Dès qu'il prononce le mot « carotte », l'attention de tous les lapins se tourne vers Sejun. Sejun leur demande ce qui ne va pas et les lapins essaient de lui faire comprendre qu'ils veulent des carottes. Sejun remarque leur expression excitée et répète « carotte », obtenant la même réaction qu'avant. Il commence à en profiter un peu trop et le lapin mâle lui donne un coup de pied au visage pour ne pas perdre de temps. Sejun achète les graines de carottes pour 0,1 d'une pièce de la tour et obtient un point de mile du magasin de graines. Ce mile pouvait être utilisé pour augmenter le niveau de son magasin de graines et il lui en fallait 100 pour atteindre le niveau suivant. Sejun reçoit les graines dans une pochette élégante et se dit que la pochette est probablement plus chère que les graines elles-mêmes. Mais ensuite, il voit un message du gérant disant qu'il est satisfait de l'achat de Sejun. Sejun fait une grimace et demande pourquoi il est satisfait. C'est une autre entrée dans son journal. Maintenant, il a obtenu des graines de carottes en échangeant au magasin de graines. Sejun est excité à l'idée de planter des carottes, tout comme les lapins, mais quelqu'un d'autre les observe de loin. Une grosse et mignonne abeille regarde Sejun et les lapins célébrer l'obtention des graines de carottes. Et il semble que l'abeille veuille aussi en profiter. Ce chapitre commence avec le mari lapin et la femme lapin
allongés sur le ventre devant des tas de terre. Ils discutent avec excitation, pendant que leurs enfants gambadent derrière eux. Sejun les observe depuis son endroit habituel aussi. Les lapins commencent à se flirter, et Sejun se demande ce qui leur prend récemment. Il a planté des graines de carottes sur un champ il y a quelques jours et, bien que les graines n'aient pas encore germé, le couple de lapins se comporte ainsi devant l'endroit où il a planté les graines. Sejun se demande s'ils aiment tellement les carottes qu'ils passent tout leur temps à rêvasser à leur sujet. Il décide de les laisser et de faire une sieste. À son réveil, Sejun prévoit de polliniser les fleurs et de couper les oignons verts. Il ferme les yeux et un bébé lapin dort aussi avec lui, mais il remarque un bourdonnement près de son oreille. Sejun essaie de chasser ce qui le dérange, sans perdre le sommeil. Mais comme rien ne change, il se lève, frustré, en se demandant pourquoi un insecte apparaît soudainement maintenant. En regardant la source du bruit, il découvre une énorme et mignonne abeille. L'abeille le regarde avec curiosité et il bredouille avant de dire qu'elle est si mignonne. Il pense que c'est un monstre sous la forme d'un insecte. Il appelle l'abeille près de lui pour savoir quel genre de monstre elle est, mais le bonheur de rencontrer quelque chose de mignon disparaît lorsqu'il découvre que c'est une abeille tueuse. Il a peur et sursaute en lisant le nom et se tourne vers les lapins pour leur demander s'ils savent si l'abeille est dangereuse, mais le couple de lapins emmène déjà leurs enfants dans leur terrier, effrayés par l'abeille. Sejun est stupéfait en les voyant courir et crie aux lapins en les traitant de méchants. Son visage se tord alors qu'il leur demande comment ils ont pu le laisser seul ainsi. Les informations restantes sont données par le gérant de la tour, qui explique que les abeilles tueuses étaient des carnivores qui chassaient les monstres avec leurs dards empoisonnés. Les dards des abeilles étaient très dangereux, et le gérant conseille à Sejun de rester éloigné d'elles. Sejun, effrayé après avoir lu que les abeilles mangent de la viande, pense qu'elles cessent d'être des abeilles. L'abeille vole vers lui, et Sejun essaie de la chasser sans succès. Il dit qu'il n'a que des os, et pas de viande pour elle, et demande à l'abeille de l'épargner. Mais elle continue à se rapprocher, et Sejun la voit comme un monstre redoutable. En fouillant dans ses affaires, il trouve quelque chose qu'il peut utiliser pour repousser l'abeille, une branche de tomate cassée avec une fleur. Sejun la brandit vers l'abeille et lui demande de manger cela à la place de lui. L'abeille regarde curieusement la fleur de tomate, et Sejun, encore effrayé, la voit se rapprocher de la fleur. Mais lorsqu'il ouvre les yeux, il découvre que l'abeille se nourrit en réalité de la fleur. Sejun est choqué, mais ensuite, l'abeille lui sourit après s'être nourrie. Sejun demande au gérant de la tour s'il est sûr que les abeilles sont carnivores, mais il n'y a pas de réponse. Puis Sejun se souvient de quelque chose de très basique. Les abeilles aiment le nectar. Il approche l'abeille tueuse et lui dit que si elle a faim, elle peut se nourrir d'autres fleurs aussi. Sejun lui dit de manger à sa faim et l'abeille s'envole joyeusement vers les fleurs. Sejun sourit en se disant qu'après tout, il a trouvé quelque chose de bien. À ce rythme, il n'aura plus besoin de polliniser artificiellement les tomates cerises. Il remarque alors la famille de lapins cachée derrière un rocher. Sejun leur lance un regard méprisant, leur disant qu'ils ont fui parce qu'ils ne se souciaient que d'eux-mêmes, et lui demande comment ils ont encore le culot de revenir. Les lapins essaient d'apaiser la colère de Sejun en se blottissant contre lui et en faisant les mignons. Il leur dit qu'il ne cessera pas d'être en colère contre eux, mais ensuite, l'abeille venimeuse revient après s'être nourrie. Elle vole directement vers Sejun, qui recule de quelques pas jusqu'à ce qu'il soit arrêté par son rocher. Il demande à l'abeille si elle n'est pas encore rassasiée et, en la voyant s'approcher, Sejun est inquiet pour sa sécurité. Mais l'abeille se pose sur son ventre, ajuste un peu son t-shirt et se couche en position de sommeil. Sejun se rend compte que l'abeille ne voulait ni lui faire du mal ni l'effrayer. Elle voulait simplement dormir. Il trouve qu'elle est trop mignonne même en dormant. Mais une petite partie de son esprit reste anxieuse. Sejun demande à l'abeille si elle ne va pas le piquer. Cette fois, les lapins n'ont pas non plus fui. Sejun a un nouveau chapitre à ajouter à son journal sur ses aventures dans la tour. Sa famille dans le donjon a gagné un membre supplémentaire aujourd'hui. Quelques semaines se sont écoulées depuis la première rencontre de Sejun avec l'abeille, et les récoltes de tomates sont à nouveau prêtes. Le mur où Sejun marquait le nombre de jours montre maintenant 24 caractères, chaque caractère représentant 5 jours, ce qui signifie qu'il est ici depuis 120 jours. On voit Sejun récolter des tomates avec la lapine, tandis que le lapin arrose les jeunes pousses de carottes et que les lapros
jouent encore autour d'eux. Sejun est dérangé par les lapros qui jouent près de lui. Il les gronde et leur dit d'aller jouer ailleurs. Les lapros s'enfuient sans se soucier, et Sejun observe les autres petits, qui sont aussi occupés à jouer entre eux. Il se réjouit de les voir si insouciants, se disant qu'ils ont tout à fait le droit de s'amuser pendant qu'ils sont jeunes. Puis l'abeille venimeuse vient se poser sur son épaule. Sejun lui demande si elle a absorbé tout le nectar pour aujourd'hui. En se posant, Sejun se souvient que plusieurs semaines se sont écoulées depuis l'arrivée de l'abeille, devenue un membre de leur famille. Il lui dit que le déjeuner approche, et l'abeille est aussi excitée à l'idée. Elle frotte sa joue contre celle de Sejun. Sejun remarque que la routine de l'abeille est maintenant bien établie. Elle travaille dans les champs le matin et absorbe le nectar, puis rentre dans la forêt à la tombée de la nuit. Grâce à elle, la charge de travail de Sejun a diminué. Sejun appelle les lapins en leur disant que c'est l'heure de manger, et ils arrivent en courant. Sejun pense que l'abeille venimeuse ne retourne probablement pas à son groupe ou à sa ruche, peut-être n'en a-t-elle même pas. Pendant qu'il mange, Sejun tient une tige de ciboule grillée et l'abeille est assise dessus. Elle a commencé à cracher du miel il y a quelques jours et elle continue maintenant. Le miel se répand sur la tige de ciboule grillée, créant un autre plat appelé oignon miel. La saveur douce de l'oignon grillé est rehaussée par le miel collant et sucré de l'abeille venimeuse. Sejun, qui connaît bien la vérité sur ce plat, prend une bouchée d'oignon miel et s'exclame qu'il est sucré et délicieux. Les lapins partagent également cet avis car ils mangent aussi de l'oignon miel. Sejun parle à l'abeille et lui dit qu'il avait peur d'elle au début, pensant qu'elle était venimeuse et donc dangereuse. Mais grâce à elle, il a rapidement obtenu du miel et a pu agrandir son champ avec son aide. En savourant l'oignon miel, Sejun dit qu'en quelques mois, il mangera tellement de miel qu'il égalera ce que les ours mangent dans la nature. Il était jaloux des ours pour leur consommation excessive de miel, mais cela cessera bientôt. Le gérant de la tour envoie également un message à Sejun, lui exprimant sa satisfaction, mais il fait en sorte que Sejun ne puisse pas le voir immédiatement. Lorsque Sejun se retourne pour voir le message du gérant, il disparaît. Quelques jours passent encore, et Sejun pense que la lune bleue va bientôt arriver. Il lit les caractères sur le mur en pierre pendant que les lapros jouent à les mangent. Sejun est un peu inquiet pour la lune bleue. Même si rien de mauvais n'est encore arrivé, il y a toujours un risque que quelque chose se passe mal à tout moment. Il espère que la lune bleue se passera bien cette fois aussi. C'est le 129e jour après s'être perdu, et c'est aussi le jour de la lune bleue qui se produit tous les 30 jours. Sejun porte un sac fait de feuilles de ciboule rempli de tomates cerises. Il les met dans leur cachette habituelle, un cercle de rochers couvert de feuilles de ciboule. Sejun porte également une veste faite de feuilles de ciboule et dit que cette quantité de nourriture sera suffisante. L'abeille venimeuse n'est pas venue à la ferme depuis quelques jours, et Sejun pense qu'elle se prépare aussi pour la lune bleue quelque part. Mais il voit la famille de lapins. Le lapin et la lapine essaient de dire quelque chose à leurs enfants, qui écoutent attentivement. Sejun remarque également que les lapins semblent particulièrement anxieux aujourd'hui. C'est presque l'heure de la lune bleue, et Sejun leur demande de rentrer chez eux maintenant. Mais ils s'arrêtent en voyant la famille de lapins se regrouper. Sejun ne peut pas comprendre ce qui pourrait les faire se comporter de manière si sérieuse. Mais les lapins ne semblent pas inquiets ni effrayés non plus. Sejun est sur le point de demander aux lapins si tout va bien quand le couple de lapins se précipite vers leur maison, laissant leurs enfants derrière eux. Ils rentrent dans leur maison et Sejun est choqué par ce qu'il voit. Mais ensuite, le couple de lapins se retourne et fait signe à leurs enfants, disant quelque chose que Sejun ne comprend pas. Puis, il claque par la porte. Sejun est stupéfait par ce qu'il vient de voir. Il demande aux lapins parents comment ils peuvent laisser leur bébé à l'extérieur pendant une lune bleue. C'est dangereux, et ce sont encore des enfants qui ne peuvent pas se débrouiller seuls. Mais alors que Sejun dit que la lune bleue approche, elle arrive. La lune éclipse le soleil, et une lumière bleue couvre le monde. Sejun entend le rugissement d'un monstre derrière lui et reste bouche bée. Il se retourne nerveusement pour voir ce qui se passe et découvre une scène qu'il n'oubliera jamais. Il y a encore plus de bruit et des rugissements et grognements plus forts, venant des lapros qui ne ressemblent plus du tout à leurs adorables petites bouilles. Ils sont devenus des monstres féroces, ayant perdu toute raison. Sejun regarde silencieusement les lapros, qui se sont soudainement transformés en quelque chose de monstrueux. Ils ont grandi en taille, leur fourrure est devenue blanche, leurs yeux sont rouges, et ils ont des griffes et des crocs acérés. Alors que les bébés lapins rugissent, avec tout ce raffut,
Sejun se demande ce qui se passe ici. Sejun reste simplement là, les regardant en mode bête. Mais soudainement, les lapins commencent à briller d'une lumière violette éblouissante. C'est trop lumineux pour Sejun, il ferme les yeux et tente de se protéger de cette lumière aveuglante. Puis, quelque chose d'encore plus inattendu se produit. Alors que la lumière commence à s'atténuer, les bébés lapins, qui s'étaient transformés en bêtes, commencent à se transformer encore plus. Mais leurs caractéristiques ressemblent maintenant à celles des lapins fermiers blancs normaux, et leur fourrure semble également briller en blanc. Ensuite, un lapin saute de joie et dit quelque chose. Il s'est transformé en un lapin fermier blanc adulte. Et il n'est pas seul. Tous ses frères et sœurs se sont également transformés. 4 d'entre eux sont des lapins fermiers blancs et l'un d'entre eux est de couleur noire. Tandis que les lapins bondissent de joie, Sejun les observe la bouche grande ouverte. Il leur demande ce qui vient de se passer, mais les mots ne sortent pas correctement de sa bouche. Puis, Sejun reprend ses esprits et leur demande s'ils sont devenus des lapins adultes maintenant. Ils étaient plus grands qu'avant la lune bleue et leur fourrure avait également blanchi. Les lapins confirment joyeusement. Sejun réalise maintenant que cela doit faire partie du cycle de croissance des lapins fermiers. C'était la 4e nuit de lune bleue depuis leur naissance, et Sejun se demande si c'était une sorte de cérémonie de passage à l'âge adulte. Les bébés lapins devaient-ils être laissés sous la lumière de la lune bleue pour devenir adultes? Les lapins tentent également de dire à Sejun qu'il avait raison. Sejun réfléchit soudain à la manière dont il pensait qu'il y avait quelque chose de mal chez eux. Il se couvre le visage avec les mains et commence à sangloter, ce qui choque et inquiète tous les lapins. Le lapin noir essaie de consoler Sejun et lui demande de ne plus être triste. Lorsque Sejun voit ce geste, il se dit que la nature du lapin est toujours la même qu'avant. Sejun est submergé par la mignonnerie des lapins qui viennent de devenir adultes, et il cesse de se comporter normalement. Il appelle les lapins « petites choses mignonnes » et veut leur donner des bisous de rétribution. Les lapins paniquent et s'enfuient, mais Sejun attrape le lapin noir et le couvre de baisers. Il dit également aux autres lapins de ne pas s'enfuir loin de lui. Finalement, la lune bleue s'éclipse et tout redevient normal. Le lapin mâle ouvre la porte et sa femme est juste derrière lui. Ils voient que leurs enfants ont grandi et sont en ce moment assis autour d'un feu avec Sejun. Il leur fait signe de la main et le lapin mâle ne peut s'empêcher de sourire. Le couple se précipite vers leurs enfants et les serre dans leurs bras, tandis que Sejun les observe avec tendresse. Il se demande s'il devrait préparer une fête de passage à l'âge adulte pour les lapins en guise de cadeau. Mais ensuite, il remarque un lapin levant la main avec excitation en disant quelque chose. Sejun l'observe attentivement et tout à coup, une pelle apparaît dans la main du lapin. Le lapin la montre fièrement et Sejun est surpris de la voir. Il demande ce que c'est, car ce n'était pas seulement un lapin. Tous ses frères et sœurs avaient quelque chose. L'un des lapins avait obtenu une faucille et un bandana. Un autre lapin avait une charrette et il transportait son frère lapin noir. L'un des lapins blancs avait un arrosoir et celui avec la pelle était le premier à montrer son outil. Les lapins sont ravis de recevoir leurs outils et les montrent affectueusement, tandis que leurs parents les applaudissent avec enthousiasme. Sejun comprend ce qui vient de se passer. Les lapins pouvaient invoquer des objets. Il comprend que lorsqu'un lapin fermier devient adulte, il peut avoir son propre objet. Et il sait également qu'il peut emprunter ces objets. Mais alors, le lapin blanc, avec la charrette, dépose le lapin noir au sol. Et Sejun se demande pourquoi le lapin noir n'invoque pas son outil. Le lapin noir décide d'invoquer son outil pour se vanter, et c'est un énorme marteau en bois, du moins énorme selon les standards des lapins. Sejun se demande pourquoi le lapin noir possède un marteau, ce n'était pas un outil agricole, mais le lapin noir lui lance un regard hautain et essaie de lui expliquer qu'il n'est pas ordinaire. Sejun remarque alors que le lapin est en effet différent de ses frères et sœurs. Alors qu'il pouvait lire leur espèce comme celle du lapin fermier blanc, celui-ci n'était pas du même genre. C'était un lapin noir guerrier, et lorsqu'il entend son nom prononcé, il fait un clin d'œil à Sejun. Après un moment, les lapins commencent à travailler à la ferme. Et maintenant, les enfants travaillent autant que leurs parents, et parfois, ils les surpassent même. Le lapin avec l'arrosoir aide son père à arroser les plantes. Celui avec la faucille coupe rapidement les oignons verts, et même sa mère est impressionnée par son habileté. Le lapin avec la brouette transporte des tomates, et celui avec la pelle creuse des trous pour les nouvelles cultures. Le lapin de la brouette apporte la brouette chargée de tomates à Sejun, et Sejun lui dit de mettre les tomates dans le tas à proximité.
Il est près du stockage et prévoit de faire quelque chose avec les tomates. Tandis que le lapin de la brouette s'en va chercher plus de tomates. Sejun a les yeux embrumés. Il pense que les enfants lapins aident maintenant leurs parents avec les tâches agricoles. Jusqu'à hier, ils étaient des enfants insouciants, qui couraient simplement autour de la ferme en s'amusant, et voir cette maturité soudaine dans leurs actions touche son cœur. Mais ensuite, il voit que le lapin guerrier noir est simplement allongé à côté de lui. Sejun se tourne vers lui et le trouve en train de manger des tomates sans se soucier de rien, et Sejun pense que celui-ci est juste un chômeur. Il commence à parler avec le lapin noir. Sejun dit qu'en tant que lapin guerrier, son travail devrait être de se battre. Mais étant donné qu'ils sont dans la grotte, il n'y a pas de monstre qui pourrait nuire à la ferme. Dans ce cas, le lapin noir n'a rien à combattre. Le lapin noir est également conscient de cette situation décevante. Et Sejun ajoute que son marteau ne pourrait même pas les aider avec l'agriculture, et il se demande ce qu'il devrait en faire. Mais alors, le lapin noir a une idée et il en parle à Sejun. Il le conduit au bassin, dans la grotte, et le pointe avec enthousiasme. Sejun s'exclame également qu'il avait raison. Il pourrait chasser dans le bassin. La chasse pourrait aussi être considérée comme un type de combat, et Sejun pense que même le lapin guerrier pourrait être utile maintenant. Il dit qu'il attirera les poissons avec la torche, et que le lapin devra attraper les poissons. Sejun demande au lapin noir de lui montrer la puissance d'un guerrier, et le lapin est impatient de commencer. Sejun agite frénétiquement la torche au-dessus de la limite du bassin, et le piranha jaillit de l'eau directement vers la flamme. Sejun dit au lapin noir que c'est sa chance, et le lapin saute avec son marteau. Ensuite, le lapin guerrier noir frappe le poisson avec toute sa force et l'envoie voler. Le poisson va s'écraser contre le mur de la grotte avec un énorme impact, et Sejun est stupéfait de voir ce qui vient de se passer. Le lapin noir a attaqué le poisson avec une telle force qu'il a été complètement détruit, et des morceaux de sa viande tombent. Le lapin noir se retourne et fait un signe de pouce en l'air à Sejun, mais il ne se rend pas compte du désordre qu'il a créé. Le poisson s'est transformé en purée, et à part la tête et les os, tout le reste est devenu une bouillie de viande. Sejun est choqué au-delà de tout ce qu'on pourrait imaginer, et sa réaction est justifiée. Plus tard, lorsqu'il présente le poisson au dîner, c'est un véritable coup de froid. Il y a une atmosphère de morosité pendant le dîner, et Sejun et le lapin noir sont les plus déçus. Les autres lapins ne sont également pas contents de devoir manger un poisson dans cet état. Sejun dit au lapin noir qu'il s'améliorera s'il continue à pratiquer. Il lui dit de ne pas être triste et de manger maintenant. Ainsi, tous les lapins commencent à s'habituer à leur rôle. Même le lapin guerrier noir devient plus adroit pour attraper les poissons après son échec initial. Il peut maintenant attraper les poissons rapidement avec juste ses mains, et Sejun l'encourage. Les autres lapins sont également occupés avec leurs tâches, et tout se passe parfaitement. Un autre jour passe, et le 125e jour arrive. La période de refroidissement d'un mois pour ouvrir le magasin de graines est terminée, et le magasin rouvre. Sejun est également impatient de voir le magasin de graines ouvert à nouveau. Il se demande quel genre de culture il aura cette fois, et lequel des choix il fera. La fenêtre du système indique à Sejun que 3 graines aléatoires mises en vente aujourd'hui lui seront montrées. À son niveau actuel, il ne peut en acheter qu'une. Les options sont 50 graines de courge douce pour une pièce de tour, 10 graines de pastèque pour 5 pièces de tour, et 200 graines de maïs cireux pour 0,5 pièces de tour. Sejun est stupéfait en voyant la liste des graines cette fois. Il dit que le prix des graines actuellement listées est beaucoup plus élevé que celui des graines de la dernière fois. Il lui reste seulement 0,9 pièces de tour après avoir acheté les graines de carottes. Et avec cela, Sejun ne peut acheter que les graines de maïs cireux. Sejun réfléchit à ce qu'il devrait faire. Si les graines continuent à devenir plus chères, il n'aura plus d'argent pour acheter quoi que ce soit la prochaine fois. Et il n'a même pas de moyen d'augmenter son argent tout en étant coincé dans cet endroit. Sejun se souvient qu'il y avait 3 façons d'obtenir des pièces de tour à l'intérieur de la tour. La première était de recevoir des récompenses pour avoir nettoyé un étage. La récompense était élevée, mais c'était la récompense de première réussite, ce qui signifiait qu'elle ne pouvait être obtenue qu'une seule fois, et les chasseurs n'en tiraient pas vraiment beaucoup de profit. La deuxième méthode était de chasser les monstres et de vendre leurs parties du corps. Les parties des monstres pouvaient être vendues soit aux marchands itinérants, soit au magasin du premier étage, et c'était considéré comme la meilleure source de revenus pour les chasseurs, car ils pouvaient en tirer un profit continu. La troisième méthode était de compléter des quêtes et de recevoir des récompenses pour celles-ci.
Mais c'était la méthode la plus aléatoire des trois. Les récompenses des quêtes variaient énormément. Il était donc difficile de dire combien d'argent pouvait être gagné. Sejun réfléchit à sa situation. Parmi les trois options, deux étaient pratiquement impossibles pour lui. Il ne pouvait même pas envisager de nettoyer les étages, car il ne pouvait même pas quitter la grotte. Il pense alors que le seul moyen pour lui d'obtenir de l'argent est de compléter les quêtes données par le gérant de la tour. Sejun demande au gérant de la tour s'il peut l'entendre, et il demande à la tour s'il peut l'entendre, et demande au gérant s'il pourrait le récompenser avec des pièces de tour pour avoir complété les quêtes immédiatement. Le gérant de la tour répond en disant qu'il ne sait pas ce que Sejin veut dire, mais qu'il lui donnera ce qu'il demande plus tard, lorsque Sejin sera tout adulte. Sejin est confus. Le gérant de la tour ne savait pas ce qu'étaient les pièces de tour et a dit qu'il les donnerait à Sejin lorsqu'il serait adulte. Sejin demande alors au maître de la tour quel âge il a, et le gérant répond que c'est un secret. Ensuite, Sejin demande combien de temps il devra attendre avant d'être reconnu comme un adulte. Et le gérant de la tour répond que Sejin devrait avoir au moins 300 ans. Sejin s'énerve contre le gérant de la tour en lui demandant s'il se moque de lui. Il dit qu'il devra enregistrer toutes les pièces de tour qu'il doit obtenir et ensuite les informer à ses enfants, qui les transmettront à leurs enfants. Et cela continuera pendant 300 ans. Sejin pense que ses arrière-arrière-petits-enfants recevront les pièces de tour à sa place. Et il est encore plus en colère contre le gérant, car dans ces conditions, Sejin n'a même pas la chance d'avoir des enfants. Mais le gérant de la tour n'est pas d'humeur à écouter ses râleries, et la fenêtre de message disparaît. Sejin réalise également que c'est inutile de se fâcher. Ce serait sa perte s'il se mettait en colère maintenant. Mais il décide alors de faire ce qu'il peut pour augmenter ses chances de survie confortable. Sejun dit que le seul article qu'il peut acheter pour l'instant est les graines de maïs cireux. Et ce n'est pas un mauvais choix. Le maïs est délicieux à la vapeur ou grillé, et Sejun pense qu'il peut même le moudre en farine et faire quelque chose comme du pain. Même s'il ne sait pas si l'idée de faire du pain fonctionnera, il choisit l'option pour acheter le maïs. Le système informe Sejun qu'il a acheté 200 graines de maïs cireux. 0,5 pièces de tour ont été déduites de son compte de graines, et il a gagné 5 miles de graines avec lesquelles il pourrait éventuellement améliorer le magasin de graines. La période de refroidissement recommence, et le système informe Sejun qu'il pourra accéder à nouveau au magasin de graines dans 30 jours. Avec cela, une bourse en tissu remplie de graines de maïs tombe dans la main de Sejun. Il vide quelques graines dans sa main et les montre au lapin marié. Sejun demande ce qu'il pense des graines. Sont-elles de bonne qualité? Le lapin marié pense qu'elles sont de bonne qualité. Sejun dit qu'il devrait commencer à travailler et tous les lapins se joignent joyeusement à lui. Mais ensuite, il complète sa phrase en disant qu'il devrait d'abord manger quelque chose. Il rôtisse le poisson et mange des tomates en accompagnement. Et Sejun a enfin rempli son estomac vide. Il s'exclame qu'il ne peut plus manger et pense qu'il devrait sécher le reste du poisson et le conserver. Les lapins sont également rassasiés et se détendent autour du feu comme Sejun. La reine abeille empoisonnée revient aussi et Sejun l'accueille. Il demande à l'abeille, qui passe beaucoup de temps dans cette grotte, si cela ira si elle ne retourne pas chez elle. Mais l'abeille sourit et frotte sa joue contre celle de Sejun, comme à son habitude. Sejun dit que c'est d'accord même si elle ne retourne pas chez elle. Il serait plus qu'heureux de l'accueillir définitivement. Mais alors, il y a un bruissement à l'entrée de la grotte, et les antennes de l'abeille détectent quelque chose. Son expression joyeuse se transforme en une expression sérieuse, et elle vole vers l'entrée avec un regard menaçant. Le lapin noir se prépare également avec son marteau, ayant aussi senti un intrus à l'entrée de la grotte. Maintenant, Sejun remarque aussi quelque chose en mouvement, et s'exclame que c'est un monstre. Le lapin guerrier noir dit quelque chose à l'intrus avec colère, et l'intrus répond. Il demande à tout le monde de ne pas le mal comprendre. Il n'est pas un chat sans honte venu voler leur nourriture. Sejun est choqué de découvrir que c'est un chat et se demande comment un chat peut parler. Le lapin noir et l'abeille empoisonnée sont prêts à se battre, et les autres lapins ont peur. Sejun demande au chat pourquoi il est venu ici. En réponse, le chat saute et atterrit devant Sejun. Il porte une cape et porte un petit sac, puis se lève et tend sa patte pour serrer la main. Le chat lui demande s'il est le client Park Sejun, puis se présente comme le marchand ambulant Christouille. Sejun a un autre chapitre à ajouter à son journal sur le fait de se perdre dans la tour. Il a rencontré un marchand chat errant aujourd'hui. Alors que Sejun et Christouille se regardent, ils ne savent pas encore à quel point ils vont être bénéfiques l'un pour l'autre. Ce chapitre commence avec Christouille, qui se présente comme un marchand itinérant à Sejun
Mais Sejun est choqué de voir un chat qui parle, et le lapin guerrier noir derrière lui reste toujours suspicieux à l'égard du chat. Mais ensuite, Sejun se souvient qu'il a entendu dire que parfois, les gens avaient besoin d'un marchand itinérant en montant la tour. Mais il ne s'attendait pas à ce que le marchand itinérant soit un chat. Cependant, Sejun trouve le chat marchand assez adorable. Il regarde ses grands yeux brillants, ses joues douces et grasses, et les pattes molles en forme de gelée de sa main tendue. Sejun voudrait que ses pattes de gelée lui massent, et il s'exclame dans sa tête que c'est totalement injuste. Avec un marchand aussi mignon, il serait facile d'escroquer les gens, et par gens, il entend lui-même. Mais quand le chat marchand lui demande s'il est Park Sejun, il essaie de jouer le rôle du cool. Il confirme son identité et demande ensuite au marchand ce qu'il veut. Christouille dit qu'il a entendu parler d'un nouveau rookie qui faisait des transactions dans le magasin de graines et qu'il était ici pour le saluer et faire quelques affaires avec lui. Park Sejun est curieux à propos des affaires et demande à Christouille d'en dire plus. Le chat marchand fouille dans son sac et dit qu'il a des objets plutôt intéressants. Mais son estomac grogne bruyamment. Et maintenant, Christouille est nerveux. Il s'excuse auprès de Sejun, disant qu'il n'a rien mangé aujourd'hui et qu'il a fini par montrer une image embarrassante à un client. Alors que Christouille rit nerveusement de cette chose bête, Sejun le regarde curieusement. Puis, il affiche un sourire malicieux et rusé sur son visage. On dirait qu'il prépare quelque chose, probablement quelque chose comme profiter du chat marchand. Sejun lui demande s'il a bien entendu son nom, c'était bien Christouille, et il lui offre un poisson rôti avec un grand sourire sur le visage. Christouille est tellement choqué par cette offre soudaine qu'il miaule bruyamment. Ses yeux brillent, sa bouche salive et ses oreilles frétillent en regardant le délicieux poisson rôti. Park Sejun lui demande de ne pas refuser son offre, mais Christouille contrôle sa faim et dit à Sejun que ce n'est pas possible. Il ne peut pas toucher à la nourriture d'un client. Sejun est un peu pris au dépourvu et essaie de convaincre encore le chat marchand. Il lui demande si Christouille ne veut vraiment pas en manger, parlant de l'odeur de la viande tendre grillée sur le feu. Sejun pose la main sur l'épaule de Christouille et dit que le poisson avait ce goût distinctif de poisson que les chats ne peuvent pas refuser. Il semble que ces mots fonctionnent, car Christouille salive encore en regardant le poisson. Sejun dit que c'était évident que Christouille le voulait, et qu'il pourrait l'avoir aussi. Et tandis que Sejun le persuade, Christouille ne peut pas arrêter de saliver. Il essaie de se retenir de manger le poisson, mais quand Sejun le pousse plus près de lui, il finit par céder. Il mange beaucoup et finit par être satisfait. Christouille dit qu'il est maintenant rassasié, heureux de s'allonger sur le sol en tenant un arête de poisson. Il dit que le poisson était tellement délicieux et qu'il est maintenant repu. Sejun s'occupe du feu. Il devait vraiment avoir faim. Christouille se relève et remercie sincèrement Sejun. Il dit qu'il lui a offert un si bon repas et qu'il ne sait pas comment il pourrait le remercier assez. Sejun lui sourit et dit que ce n'était pas grand-chose, qu'il devrait être celui qui est reconnaissant. Après tout, Christouille était venu jusqu'ici pour le rencontrer. Et puis, Christouille attrape à nouveau son sac et commence à parler de l'affaire. Sejun lui demande 0,5 pièces de tour. Christouille lui demande ce qu'il veut dire, et Sejun répond avec un sourire qu'il devrait payer pour le poisson rôti qu'il vient de manger. Christouille est choqué et panique en demandant à Sejun si le poisson n'était pas gratuit. Sejun répond que rien dans ce monde n'est jamais gratuit, et puisque Christouille a dit qu'il était là pour faire un deal, il ne comptait pas manger le poisson de ses clients et s'enfuir. Christouille est nerveux et regarde autour de lui, cette nervosité augmentant. Le lapin noir et l'abeille empoisonnée étaient prêts avec leurs armes, et même les lapins de ferme étaient prêts à battre Christouille s'il essayait de partir sans payer. Avec des larmes dans les yeux, Christouille paie 0,5 pièces de tour à Sejun. Et Sejun le remercie pour cela, bien qu'il ait juste escroqué le pauvre chat. Tandis qu'il vérifie son solde, Sejun est content d'avoir des pièces de tour, mais Christouille est abattu et triste, réalisant qu'il a été escroqué. Il pleure, car au lieu de gagner de l'argent, il en a perdu. Il est venu ici pour gagner de l'argent de ses clients, mais il a fini par le leur donner. Son affaire avait déjà commencé avec une perte, mais ensuite, il reprend ses émotions sous contrôle. Christouille est déterminé à ne pas se laisser vaincre. Ainsi, il va sûrement vendre tous ses articles ici. Il dit bruyamment que c'est son tour maintenant, et demande à Sejun de regarder ses articles. Il ouvre son sac en toile et le déplie pour afficher les articles qu'il a. Christouille les montre fièrement et demande à Sejun ce qu'il en pense. Ce sont des articles de luxe provenant d'un autre étage, et sur le tissu, il y a 3 articles avec leur prix affiché sur une fenêtre d'information. Le premier
est un gobelet thermique d'une valeur de 5 pièces de tour, puis il y a un mini-ventilateur d'une valeur de 5 pièces de tour. Et enfin, un chauffe-main portable qui vaut également 5 pièces de tour, dit Théo. Sejun remarque si ces objets viennent de l'extérieur de la tour, et Théo confirme que c'est bien le cas. Les lapins se rassemblent autour d'eux, curieux des objets. Théo commence son discours de vente et dit à Sejun que le gobelet possède de la magie de conservation. Il maintiendra la température de ce qu'on y met, qu'il fasse chaud ou froid. Puis, il parle du mini-ventilateur qui a un enchantement de magie du vent, et chaque fois qu'ils ont besoin de vent, il leur suffit d'appuyer sur les boutons. Théo montre comment fonctionne le mini-ventilateur, et Sejun le regarde, incrédule. Il s'excuse d'avoir interrompu Théo lorsqu'il parlait, mais il devait lui dire la vérité sur les objets qu'il vendait. Le chat marchand demande ce qui ne va pas, et Sejun dit que tous les objets qu'il a apportés sont des déchets. Théo est choqué et en colère. Il crie à Sejun et lui demande ce qu'il raconte. Ces objets viennent de l'extérieur de la tour. Comment quelqu'un pourrait ne pas en reconnaître la valeur? En disant cela, Théo rapproche ces objets de lui, et même le lapin à côté de lui est déçu. Sejun dit à Théo qu'il est aussi quelqu'un qui vient de l'extérieur de la tour, et la terrible vérité s'abat sur lui alors qu'il perd sa confiance. Sejun explique qu'il n'y a pas de magie dans les objets qu'il essayait de vendre. Le gobelet empêchait le transfert de chaleur en bloquant tout contact avec l'extérieur, et le ventilateur portable et le chauffe-main fonctionnaient sur pile. Si on les utilise pendant quelques heures, leur pile serait épuisée. Sejun appuie sur les boutons du ventilateur tandis que Théo regarde, confus. Le chat marchand se fâche et dit que Sejun ment. Scaram, la personne qui lui a vendu ces objets, lui a dit qu'il y avait de la magie à l'intérieur. Mais le ventilateur est sur le point de s'arrêter car la batterie est vide, et Sejun lui en fait remarquer. Théo perd son calme et commence à frapper le ventilateur pour qu'il fonctionne à nouveau. Il change aussi son accent formel pour un accent plus naturel, qui ressemble plus à celui d'un chat. Et Sejun lui dit qu'il a été escroqué par ce traître nommé Scaram. Théo est déprimé et n'arrive toujours pas à y croire. Et Scaram avait été tellement gentil avec lui. Il commence à pleurer et dit que Scaram était un mauvais gobelin. Sejun remarque que Théo a changé son accent. Et puis le chat commence à pleurer en disant qu'il ne comprenait pas pourquoi il se faisait toujours escroquer. Sejun essaie de le consoler et lui demande de lui raconter ce qui s'est passé. En arrière-plan, les lapins examinent les objets que Théo a apportés. Le triste chat marchand commence son histoire. Il venait du 75e étage de la tour, qui était l'une des zones neutres de la tour, et pendant longtemps, il était tombé amoureux d'un chat nommé Meryl. Elle était la plus belle fille de leur village. Et un jour, il a enfin rassemblé son courage pour lui proposer en public. Alors que les villageois l'encourageaient, Théo a dit à Meryl qu'il l'aimait et lui a demandé de sortir avec lui offrant un bouquet de poissons. Mais Meryl ne semblait pas intéressée, elle a clairement montré son dégoût pour le pauvre bouquet de poissons que Théo lui offrait. Elle l'a frappé, disant que l'odeur des poissons de riz bon marché la dégoûtait. Théo a été pris au dépourvu et lui a demandé ce qu'elle faisait, car il avait travaillé dur pour obtenir ses poissons grillés. Mais un autre choc est venu pour Théo. Quelqu'un lui a dit de connaître sa place et lui a demandé comment il osait essayer de gagner le cœur de Meryl. En se retournant, Théo a vu Oren, le fils du chat le plus riche du village. Il était bien habillé et portait un gros et magnifique poisson en cadeau. Oren rit de Théo et lui demande comment il pouvait offrir un poisson de riz bas de gamme à une dame. Il dit qu'il aurait dû au moins apporter un saumon de haute qualité comme cadeau. Avec ce saumon, Oren le présente à Meryl et elle semble heureuse en le voyant. Un Théo confus dit que Meryl n'aime même pas la nourriture grasse car elle a peur de prendre du poids. Mais alors, Meryl prend la parole pour dire que le poisson était tellement beau. Théo est choqué et le cœur brisé en entendant ces mots. Oren a maintenant son bras autour de Meryl et l'emmène chez lui pour savourer le saumon correctement, et elle est contente d'y aller avec lui. Théo lui dit d'attendre et l'arrête en lui attrapant le bras. Et pour lui, c'est comme une scène d'un drame romantique. Il est le beau mais pauvre protagoniste, et la femme qu'il aime s'en va avec un homme riche. Théo demande à Meryl de se souvenir de tous les moments qu'ils ont partagés et de tous les souvenirs qu'ils ont créés ensemble. Mais Meryl répond qu'elle ne pensait rien de tout cela, que tout était un mensonge. Pourtant, elle tremble en disant ces mots, et Théo lui dit qu'il peut voir ses larmes. Peut-elle jurer que tout cela était un mensonge? Il repense à ces jours inoubliables où il jouait dans les champs de fleurs, mais Meryl, en colère, retire sa main de l'emprise de Théo. Elle est en colère, et c'est la raison pour laquelle elle tremblait tout à l'heure. Elle lui demande de ne pas se faire des idées. Elle lui souriait juste quelquefois, et lui, dans son délire, croyait qu'elle l'aimait. Même quand elle lui disait qu'elle ne l'aimait pas, il la suivait toujours.
Dans ses souvenirs, il était clair qu'elle fuyait Théo car il l'énervait. Et puis, elle ajoute qu'elle déteste les pauvres chats qui sentent le poisson de riz bon marché en pointant Théo du doigt. Il reste sans voix et il sombre dans le désespoir. Meryl a été emmené par Oren, le fils du chat le plus riche du village, et Théo s'enfuit en pleurant. Il décide de fuir son village et de devenir marchand ambulant, avec la détermination de devenir riche un jour et de se venger. Alors que Théo termine de raconter la première partie de son histoire à Sejun et au lapin, ils sont nerveux et se sentent mal pour lui. Sejun se sent coupable de l'avoir arnaqué. Théo explique qu'il a même suivi toutes les procédures nécessaires et a obtenu sa licence et les autres documents importants pour devenir marchand ambulant, ce qui lui a coûté toutes ses économies, soit 50 pièces de tour. Il avait prévu d'acheter quelque chose à revendre auprès du vendeur avec les 5 pièces de tour restantes. C'est alors qu'il a été escroqué par Scaram. Théo était au bout du rouleau lorsqu'un gobelin l'a abordé et lui a demandé s'il était un nouveau marchand errant. Le gobelin lui a dit que son nom était Scaram et lui a proposé de lui dire tout ce qu'il avait besoin de savoir. Naïf, Théo a cru en lui. À l'auberge, Scaram lui parle d'objets venant de l'extérieur de la tour. Théo est choqué et Scaram lui assure qu'ils sont vraiment précieux et qu'il ne les partage qu'avec lui. Il lui explique que si Théo emmène ces objets aux étages supérieurs, il pourrait faire un joli profit, car les créatures de ces étages collectionnent de telles choses. Théo, curieux, lui demande pourquoi Scaram vendait ces objets précieux à un si bas prix. Scaram répond que c'était parce qu'il appréciait le marchand-chat, et que cela pouvait être considéré comme la bonne volonté d'un senior voulant former un junior. Ensuite, Scaram lui dit que si le deal ne lui plaisait pas, ce n'était pas grave, il pouvait les vendre à un autre marchand. Bien sûr, Théo a immédiatement acheté les objets dès qu'il a entendu cela. Scaram lui dit alors qu'il était de bonne humeur et lui offrait un bonus. Il lui donne un morceau de papier en disant que c'était une carte avec l'emplacement du nouveau vendeur de graines et que Théo pourrait faire un joli profit s'il avait de la chance. Mais même cette information n'était pas vraiment un bonus. Scaram lui dit que comme il lui avait donné une bonne info, les boissons seraient pour lui ce soir-là. Et Théo, tout heureux, accepte l'offre et remercie l'escroc. Théo a donné tout son argent restant à Scaram et a acheté ses objets. Il avait de grandes attentes, pensant qu'il pourrait les revendre à prix fort. Alors il s'est privé de nourriture en chemin et est finalement arrivé ici. En racontant cela à Sejun, il est assez triste, mais il commence à rouler par terre et à pleurer. Il dit que tous ces objets se sont révélés être des déchets, et en plus, le client a pris son argent restant en le piégeant avec du poisson. Il pleure en disant qu'il n'est vraiment bon en rien. Sejun pense que le marchand-chat était vraiment une victime facile, mais soudain, une idée lui vient en tête. Il se souvient de quelque chose qui pourrait l'aider à gagner des pièces de tour. Sejun sourit et dit à Théo de se calmer. Il lui propose même de manger du poisson rôti pour le remonter un peu. Mais Théo a appris de son erreur et lui dit que Sejun allait juste lui demander de payer plus tard. Il n'est pas stupide pour tomber dans le même piège 2 fois. Mais Sejun lui assure qu'il lui donnera vraiment le poisson gratuitement et qu'il considérera même les 5 poissons qu'il a mangés plus tôt comme un simple cadeau. Théo le regarde avec de grands yeux pleins d'espoir et lui demande s'il parle vraiment sérieusement. Mais même cette gentillesse n'est pas gratuite. Sejun lui demande s'il accepterait de travailler avec lui en échange. Sejun pense que Théo acceptera son offre parce qu'il n'est qu'un pigeon facile à manipuler. Théo, choqué, lui demande s'il est sérieux. Voulait-il vraiment qu'ils travaillent ensemble? Sejun répond qu'il cherche un bon marchand pour vendre ses produits. Mais Théo, avec les oreilles tombantes, doute de lui-même. Il réplique qu'il n'est qu'un noob complètement inutile. Pourtant, Sejun lui assure que, malgré ses erreurs, il a certaines qualités d'un marchand décent. Avec un sourire suffisant, Sejun ajoute que l'histoire de Théo l'a touché, et c'est pourquoi il souhaite devenir son partenaire d'affaires. Surpris, Théo écoute attentivement. Mais avant de discuter des termes du partenariat, Sejun fait signe aux lapins de montrer leur hospitalité aux marchands chats. Le couple de lapins, bien préparé, offre à Théo une expérience relaxante. Des chaises en feuilles d'oignon et un parasol, recréant une ambiance de plage. Les lapins portent même des colliers de fleurs de tomates. Ils se prélassent maintenant sur les chaises, Sejun sirotant une boisson dans une bouteille en feuilles d'oignon, avec une paille assortie, tandis que les lapins les éventent. Sejun répète alors ce que Théo lui a raconté. Il était désespéré et avait accepté un marché douteux avec un marchand louche, pour finir arnaqué. Maintenant, il n'a plus d'argent pour acheter des marchandises revendables. Théo confirme tristement que Sejun a raison. Enthousiaste, Sejun lui explique qu'il propose un partenariat gagnant-gagnant.
Théo vendrait les produits de Sejun à d'autres personnes et recevrait une commission selon les ventes réalisées. Théo, intrigué, demande quelle serait cette commission. Sejun explique qu'il devra vendre les produits à un prix supérieur à celui fixé par Sejun. Plus Théo augmentera les prix, plus il gagnera, avec un pourcentage de 3 à 5%. Pendant ce temps, un lapin noir essaie de rôtir un poisson. Théo, indigné, trouve cette offre ridicule. Une commission de seulement 3 à 5%. Il considère les conditions trop défavorables et sirote son verre en colère, pensant que Sejun le prend pour un idiot. Mais avant qu'il ne puisse refuser, Sejun ajoute un élément crucial. Il demande au lapin d'apporter quelque chose. Et ils arrivent avec une pile de poissons grillés. Sejun révèle qu'en plus de l'incitation, il paiera à Théo 10 poissons, ou leur valeur en pièces, chaque semaine. Stupéfait, Théo commence à saliver. Sejun ajoute que ce sont toutes les conditions du contrat. Théo, les yeux rivés sur les poissons, demande si Sejun est sérieux. Ce dernier lui demande alors s'il veut signer le contrat. Théo essaie de se rappeler des trahisons passées, de Meryl et de Scaram. Il se dit qu'il doit être prudent cette fois pour ne pas être à nouveau trompé. Mais l'odeur des poissons est irrésistible. Il essuie la bave qui coule sur son visage et déclare qu'il accepterait si Sejun augmente l'offre à 20 poissons par semaine. Avec un sourire machiavélique, Sejun accepte, ajoutant même 5 poissons de plus. Théo est stupéfait de voir 25 poissons grillés empilés devant lui, incapable d'arrêter de baver. Sejun ajoute un autre bonus. Théo pourra manger autant de poissons qu'il le souhaite tant qu'il reste ici. Théo, excité, oublie tout ce qui s'est passé dans le passé. Sejun lui demande s'il a du papier et Théo lui en tend un. Sejun rédige alors les termes du contrat et signe en tant que partie A. Théo, toujours enthousiaste, appose sa patte en tant que partie B. Le contrat est finalisé. Cependant, Théo se rend compte trop tard qu'il a signé sans réfléchir. Sous ses yeux, le contrat s'élève et disparaît, acceptant automatiquement les conditions de la tour. Une fenêtre d'information apparaît. Le contrat disparu, et une fenêtre d'information apparaît affichant les détails du contrat. Théo découvre avec horreur qu'il s'agissait d'un contrat de distribution à vie. Il devra vendre les produits de Sejun pour le reste de sa vie et rapporter les bénéfices. La rémunération consiste en 25 poissons grillés, ou l'équivalent en pièces chaque semaine, ainsi qu'une commission de 3 à 5% sur les ventes. Les clauses spéciales incluent 1. Compensation. Sejun fournira ses récoltes à Théo. 2. Conditions de résiliation. Si Théo vend pour moins de 5 pièces de la tour en un mois, le contrat sera annulé. 3. Prix minimum. Théo devra vendre les produits au-dessus du prix fixé. 4. Exclusivité. Théo ne pourra signer aucun autre contrat sans l'autorisation de Sejun. 5. Accent félin. Théo devra parler avec l'accent de son village pendant les ventes. Sejun, ravi, explique que ce contrat est l'un des documents les plus importants de la tour, inaltérable et indestructible. Pendant ce temps, Théo est accablé, regrettant amèrement d'avoir signé ce contrat sans réfléchir. Sejun plaisante en disant qu'il comprend désormais pourquoi ces contrats sont si stricts. Ils garantissent des affaires plus efficaces. Mais Théo se braque en découvrant la condition concernant l'accent félin. L'idée de parler avec l'accent de son village le gêne profondément. Sejun, amusé, lui répond qu'il comprendra l'intérêt de cette condition en temps voulu. Il tend la main pour sceller leur partenariat, mais Théo, frustré, la repousse, déclarant qu'ils verront bien si tout fonctionne comme prévu. Sejun reste optimiste, tapotant la tête de Théo et lui disant qu'il croit en ses capacités de marchand fiable et ingénieux. Flatté malgré lui, Théo commence à se sentir un peu plus motivé. Cependant, il demande à Sejun ce qu'ils vendront exactement. Sejun, sûr de lui, révèle qu'il s'agit de tomates cerises. Théo est perplexe jusqu'à ce qu'il reçoive une tomate fraîchement cueillie. Il découvre avec surprise qu'il s'agit d'une tomate magique capable d'augmenter temporairement les points de mana, MP, de 0,1 pendant 10 minutes. Théo s'interroge sur le prix. Il estime qu'un nouvel arrivant dans la tour pourrait payer jusqu'à 1 centime pièce par tomate. Mais Sejun veut les vendre à 5 centimes pièce chacune. Théo trouve le prix absurde, mais il réalise qu'un tarif élevé pourrait lui être bénéfique. Si les ventes échouent, le contrat sera résilié, et en attendant, il pourra profiter des poissons grillés. Théo demande combien de tomates il devrait emporter pour sa première mission. Sejun lui prépare 1000 tomates dans un panier, accompagné des 25 poissons grillés promis. Sejun se demande comment Théo transportera tout cela.
Mais Théo dévoile son objet magique, le baluchon. Ce tissu enchanté possède des magies d'expansion d'espace, de conservation et d'allègement. Théo couvre les tomates et les poissons avec le baluchon, qui les absorbe et se transforme en une petite pochette légère. Impressionné, Sejun commente la praticité de cet objet. Théo se prépare à partir et promet de revenir. Sejun et ses amis lui font un signe d'au revoir. Quelques jours plus tard, Théo atteint le 38e étage de la tour. Là-bas, un combat fait rage. Un groupe d'éveillés affronte une gigantesque araignée monstrueuse. L'araignée pousse des hurlements stridents, et les chasseurs, déterminés, affirment qu'il s'agit du dernier monstre. Ils ne peuvent pas la laisser s'échapper. L'araignée attaque, mais le chef des chasseurs bloque son assaut avec un bouclier. Les magiciens lancent des sorts de boules de feu pour distraire le monstre, permettant au chef de prendre l'avantage. D'un coup net et puissant, il décapite l'araignée. Ce chef, Kim Dong-sik, est acclamé par son équipe, qui s'attendait à une telle démonstration de force. Certains avaient même parié sur une victoire en un coup. Kim Dong-sik, modeste, ordonne à son équipe d'arrêter les éloges et de commencer le nettoyage. Il s'adresse à une femme nommée Jessica, lui rappelant de ne pas paresser. Il ajoute qu'il ne lui pardonnerait pas une nouvelle désertion. Jessica, provocante, flirte ouvertement avec lui, déclarant qu'il sait bien qu'elle l'aime. Tandis que Dong-sik réfléchit à la façon de gérer cette situation, il perçoit un mouvement dans les buissons à proximité. Il se retourne immédiatement, l'épée dégainée, prêt à combattre. « Qui est là » crie-t-il. Mais c'est Théo qui sort des buissons, le regard innocent. « Bonjour, vous voulez voir quelques articles » dit-il avec enthousiasme. Dong-sik et son équipe sont stupéfaits. Un chat parlant et en plus marchand itinérant. Les filles du groupe, particulièrement attendries, le trouvent adorable. « Regardez ces petites pattes trop mignonnes » s'exclame l'une d'elles, au grand étonnement de Théo. Sejun avait bien raison. Parler avec l'accent de son village rendait les humains plus attentifs. Et Théo commence à comprendre pourquoi. Souriant intérieurement, il sort les tomates cerises magiques de son baluchon et leur présente son produit. Mais leur réaction est glaciale. « Des tomates cerises ! On est en plein combat ! Si tu devais vendre de la nourriture, au moins apporte du pain ou de la viande !» grogne un des chasseurs. Théo ricane doucement. « Ah, les humains ignorants! Vous pensez que ce sont de simples tomates ?» Il leur conseille de vérifier les statistiques, et soudain, l'intérêt se ravive. Une fenêtre d'information apparaît devant eux. Ces tomates augmentent les points de mana, MP, de 0,1 pendant 10 minutes. Mais même cette révélation ne convainc pas tout le monde. Un homme demande le prix et Théo annonce fièrement 0,05 pièces de la tour par tomate. Furieux, l'homme le toise. « Tu te moques de nous ? Avec ce prix, j'achèterai plutôt de l'équipement, non ?» En s'éloignant, il dit aux autres que c'est une perte de temps. Mais alors, une fille reste figée devant l'écran d'information. « Attendez une seconde, » dit-elle. « Ces tomates, elles font perdre 10 grammes de graisse. » Cette phrase arrête net tout le monde. Le groupe entier se tourne vers elle, incrédule. « Tu as dit quoi ?» Et soudain, c'est la ruée. Tout le monde se précipite pour vérifier les statistiques par eux-mêmes. La rumeur de cet effet miracle se répand comme une traînée de poudre, surtout parmi les filles du groupe, qui commencent à s'exclamer que c'est une aubaine. Très vite, c'est le chaos. Elles se battent presque pour acheter les tomates, chacune voulant s'assurer une réserve personnelle. Théo, abasourdi, observe la scène mais garde son sang-froid. « Rangez-vous en ligne !» hurle-t-il. Même ceux qui n'étaient pas intéressés au début veulent désormais une part. De retour dans la grotte, Sejun s'affaire à récolter de nouvelles tomates. Une notification apparaît. Il vient de monter de niveau et reçoit un bonus de statistiques. Tandis qu'il travaille, il se demande si Théo a déjà croisé des chasseurs. Il devine que oui. Ces tomates, qui semblaient à première vue de simples boosters de mana, sont en réalité bien plus. Elles dissolvent 10 grammes de graisse par consommation et revitalisent dans le corps. Pas d'effet secondaire, un goût délicieux et des bénéfices indéniables. Le parfait aliment de régime, murmure Sejun avec satisfaction. Sejun est convaincu que les humains, obsédés par les régimes, en raffoleront. Et il a raison. Théo a tout vendu. En voyant son baluchon vide, Théo reste bouche bée. Il n'avait jamais imaginé un tel succès. L'histoire s'arrête ici pour le moment. Mais que va-t-il se passer ensuite ?
Sejun rencontrera-t-il de nouveaux alliés ou se concentrera-t-il sur l'expansion de sa ferme avant cela? Nous avons hâte de voir où cette aventure les mènera. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à laisser un like et un commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de la suite.